Bien, merci, merci à vous toutes et à vous tous en ce premier samedi des entre guillemets vacances de Noël, d'être venus pour cette table ronde, ce débat autour de la sortie du livre de Yamina Mezziani. Mais Yamina Mezziani, je vous ai rencontré peu de temps après avoir pris mes fonctions à la mairie sur ces thématiques de la sociologie, et j'ignorais à ce moment-là qu'un an et demi après, nous en serions à présenter votre ouvrage. Donc on va vous présenter, donc vous êtes une enfant de Limoges, hein, qui a été formée dans cette ville. Vous êtes maîtresse de conférences. Alors, je vais dire les termes exacts, hein, puisqu'il y a beaucoup de qualificatifs et d'éléments vous déterminant. Vous êtes maîtresse de conférences à l'Université de Bordeaux, chercheur donc au laboratoire LACES, L-A-C-E-S de Bordeaux. Vous donnez par ailleurs des cours aux antennes de Sciences Po Paris, à Poitiers notamment, mais pas seulement. Vous intervenez dans l'université de Reims, de Lyon, dans des masters spécialisés donc dans la sociologie du travail, l'égalité et la lutte contre l'ensemble des discriminations. Et vos travaux portent en fait sur la mise en œuvre des politiques d'égalité en France, mais aussi en Europe, puisque votre thèse était une étude comparée entre les pratiques d'embauche, enfin d'emploi, d'une municipalité néerlandaise et d'une municipalité près de Bordeaux, Pessac, je crois, de mémoire, hein, pour obtenir votre thèse. Et puis surtout, c'est l'objet effectivement de votre livre, sur l'analyse des processus de recrutement dans les entreprises. Dans un premier temps, avant de présenter rapidement votre livre, donc dans un premier temps, vous ferez un exposé qui reprendra des éléments de votre livre sous une forme dynamique avec des diapositives. Puis on aura un temps de débat avec deux participants que je voudrais remercier, qui se sont joints à vous sur votre idée. Donc d'une part, Patrick Noyas, qui est délégué auprès du défenseur des droits en Haute-Vienne, et puis Hamid Gobrini, qui est vice-président de l'association Alchimie, qui par ailleurs est éducateur sportif. Donc Alchimie étant une association qui intervient dans le quartier de la ZUP de Laurence, entre autres, je dis entre autres parce qu'il y a beaucoup de points sur l'aide aux devoirs, mais il y a bien d'autres, puis des activités de loisirs et des activités d'encadrement social, on va dire d'accompagnement social de population, et qui avait été aussi à l'initiative de cette très belle manifestation en hommage aux victimes du terrorisme l'année dernière à la roseraie municipale. Alors, dans votre ouvrage, en fait, alors je voudrais aussi saluer la présence parmi nous de deux sociologues, Yvon Lamy, à qui vous et moi devons tant, et j'ai bien dit vous et moi, et puis Olivier Masclé, donc deux sociologues connus. Saluer aussi deux élus de la ville de Limoges, Valérie Tréhé et Amandine Julien, qui sont toutes les deux conseillères municipales déléguées. Donc votre ouvrage qui s'intitule « Jeunesse flouée » ou « Jeunesse floutée », avec une excellente parenthèse qui permet effectivement de nuancer cette approche de la jeunesse. Et peut-on recruter sans discriminer la jeunesse? Et vous avez rajouté votre problématique, vous le dites très bien en cours d'écriture, après la crise Covid, j'y reviendrai. Donc votre ouvrage, en fait, expose, je vais le présenter très rapidement, d'une part les différents processus de recrutement dans les entreprises, dans les associations, où de manière très fine, vous distinguez 4 périodes. Hein, une période qui va d'avant-guerre jusqu'au lendemain de la guerre, qui est la période du taylorisme et du fordisme, puis la période de la reconstruction jusque dans les années 60, la période de la fin des 30 Glorieuses, et puis enfin celle qui nous intéresse, qui vous intéresse, la période du post-fordisme. Dans un deuxième temps, et là c'est là où on est au cœur de l'ouvrage, on approche au cœur de l'ouvrage, vous vous intéressez en fait à la stratégie des recruteurs dans les entreprises, que vous qualifiez de portiers, le mot anglais américain étant les gatekeepers, c'est ça, donc les portiers, avec une définition très fine des différents recruteurs professionnels, d'une part, et puis on va dire les recruteurs par attribution. Hein. Ceux qui sont, et vous nuancez très bien la démarche de ceux qui sont véritablement dans l'expérience et de ceux qui sont dans le bricolage, et vous démontrez d'ailleurs que ce n'est pas forcément l'expérience qui est la plus opérante, ou que le bricolage soit systématiquement disqualifiant.
Après, donc, vous montrez à travers un panel de plusieurs dizaines d'entretiens, d'expériences de recruteurs, puisque votre travail est vraiment centré sur les recruteurs, comment il y a vraiment des profils extrêmement divers entre ceux qui le font par devoir, ceux qui le font par passion, et vous avez une comparaison que je qualifierais de presque osée entre ces recruteurs passionnés que vous identifiez à des personnes quasiment du monde de la culture. Vous dites qu'ils ont la même passion que ceux qui travaillent dans la culture. Et vous décrivez bien, effectivement, comment certains d'entre eux le font tellement par passion qu'ils ont du mal à ne pas amener avec eux cette problématique quand ils reviennent chez eux, parce qu'ils se rendent compte à quel point ils ouvrent la porte ou ils ferment la porte à ceux qui travaillent. Je terminerai rapidement en considérant que votre travail nous paraît à tous comme essentiel. D'ailleurs, vous avez reçu une très belle lettre du ministre Elisabeth Moreno, vous encourageant et vous félicitant pour votre travail, avec deux chiffres, enfin avec un chiffre et une question. Le chiffre, c'est le pourcentage de jeunes qui en France sont au chômage ou sont inemployables, donc 20% en gros, et entre 12 et 14% qui, grosso modo, sont véritablement sans activité, en soulignant que ce chiffre a augmenté en France depuis la crise du Covid, et qu'il me semble qu'après cette crise du Covid, après ces crises du confinement, où il ne me paraît pas inutile de rappeler que la jeunesse, et ce n'est pas du tout une critique, mais que la jeunesse a depuis 1 an et demi, 2 ans, paie un prix très lourd et paie un prix de consentement excessivement contraignant pour pouvoir sauvegarder des personnes fragiles ou des personnes âgées. Et mon propos se veut neutre, c'est-à-dire que je ne le regrette pas, mais en tout cas, je n'ai de cesse de le rappeler. Donc cette jeunesse, effectivement, qui d'ores et déjà, vous le soulignez, est soumise à des problématiques de discrimination ou pas à l'embauche, vit en tout cas en ce moment une période qui n'est pas facile. Et puis pour terminer sur une note, on va dire, d'optimisme, puisque j'ai eu la franchise de vous dire que spontanément, je n'aurais pas lu votre livre, j'ai ce côté très franc. Donc je l'ai lu, il m'a passionné. J'ai trouvé qu'il était intéressant dans le sens où parfois, il déconstruisait des stéréotypes et où on pouvait voir que des stéréotypes que d'aucuns ou que certains ou que peuvent avoir dans leur tête peuvent devenir des atouts pour être embauchés. Voilà. Merci beaucoup. Déjà, merci beaucoup à tous et à toutes d'être présents aujourd'hui. C'était un événement qui devait avoir lieu au mois de septembre, qui a été repoussé. Merci de la présence de Yvon Lamy aujourd'hui, tout spécialement. Je vais essayer donc de vous donner des éléments de ce livre en tentant de vulgariser la science pour effectivement que ce soit accessible au plus grand nombre. Donc je vais prendre 15 minutes et puis après on passera, si vous le voulez bien, à une discussion collective et à un débat sur ces questions de discrimination et de jeunesse. Voilà. Alors, est-ce que tout le monde m'entend correctement ? Donc, je suis effectivement née à Limoges, j'ai grandi à Limoges, donc merci aussi à Monsieur Brousse d'avoir accepté d'animer ce débat qui, j'espère, sera assez, j'allais dire, actif collectivement. Donc, en commençant mes études de sociologie, d'ailleurs avec le département qui a été créé par Yvon Lamy à Limoges, je suis partie donc du coup à Bordeaux et ensuite à Amsterdam. Pour traiter des questions de recrutement. En fait, ce qui me passionnait réellement, c'était de voir comment les personnes pouvaient être embauchées, notamment au regard de la question des collectivités territoriales. On m'avait toujours dit que la fonction publique territoriale était accessible à tous parce qu'elle avait un égal accès par le concours. Et en fait, effectivement, ce que j'ai découvert rapidement, c'est qu'il y avait énormément de processus de recrutement différents en fonction des catégories, en fait. Et donc, je me suis plongée dans ces enquêtes pour rencontrer énormément de recruteurs en France et aux Pays-Bas pendant plus de 10 ans. Et donc, le livre est vraiment j'allais dire, le résultat de ces 10 ans de recherche. Alors, il faut savoir qu'effectivement, la jeunesse, les jeunes sont dans une situation assez spécifique sur le marché du travail.
On a commencé une enquête en 2019, une enquête que j'ai dirigée avec des collègues donc, de l'Université de Bordeaux, Éric Massé, Régis Cortesero notamment. Et dans ce rapport, donc, pour l'Institut national de jeunesse et d'éducation populaire, donc, qui est rattaché au ministère de la Jeunesse, on va vite découvrir que les jeunes se sentent en tout cas discriminés ou en tout cas traités de manière différentielle à l'entrée des entreprises et de la fonction publique. Alors, un des chiffres qui nous a intéressés, c'était justement de regarder un petit peu une instance indépendante au niveau national, qui est le Défenseur des droits, on va en discuter après, mais a fait une enquête statistique. Donc le 13e baromètre, en fait, en 2020, qui sort, qui nous donne des chiffres sur la situation de ces jeunes. Alors, très intéressant, dès le départ, on va voir que 23% des personnes interrogées, en fait, vont déclarer être discriminées sur le marché du travail en raison de plusieurs critères. Et le critère du jeune âge va être mobilisé, en fait, dès 2013 à hauteur de 8%, et puis petit à petit, donc jusqu'en 2020, il va passer jusqu'à 28%. Donc on voit bien une augmentation de quasiment 20% en quelques années. Ensuite, on regarde les témoins de discrimination. Quand vous êtes au cœur du travail, je veux dire en tant que collègue, est-ce que finalement on peut être témoin de discrimination au regard du jeune âge? Et là, un chiffre qui a été aussi extrêmement intéressant, c'est qu'on remarque qu'effectivement 25% des personnes en tant que collègues vont être témoins de discrimination au regard du critère jeune âge. Donc là où pendant des années, on ne va pas parler de la question des discriminations au regard du jeune âge, des chiffres vont nous interpeller et nous questionner justement sur la question de la jeunesse. Alors, 3 situations intéressantes, c'est qu'effectivement, dans d'autres rapports, on voit rapidement que Olivier Galland notamment a montré que les jeunes en fait se sentent dévalorisés sur le marché du travail. Dévalorisés au sens où on leur donnerait des tâches ingrates plus que les autres et surtout qu'ils seraient moins bien payés sur des situations égales par rapport à leurs collègues. Allons plus loin. Regardons maintenant en termes de politique publique comment les politiques en fait traitent de la question justement des jeunes et comment le droit va venir aussi également traiter cette question de la discrimination au regard du jeune âge, quelque chose qu'on n'a pas entendu parler pendant des années. Alors effectivement, première observation intéressante, c'est que les jeunes, dans les politiques d'entreprise, vont être peu ciblés par les politiques. Pourquoi? Parce que dans les politiques antidiscrimination, les personnes qui sont le plus accompagnées, ce sont qui? Ce sont les seniors. On va estimer globalement que les personnes âgées à partir de 45 ans vont être victimes d'un traitement différentiel. Donc toutes les politiques d'entreprise vont avoir des plans seniors à l'intérieur de l'entreprise, mais peu vont avoir des plans pour accompagner justement les jeunes au regard de la situation de discrimination qu'ils peuvent vivre. Deuxième élément, c'est que la jeunesse est un critère légitime de traitement différentiel. C'est vrai. Qui ne pense pas dans la salle qu'un jeune qui vient de rentrer sur le marché du travail, pour son premier emploi, doit avoir un salaire, j'allais dire, moindre, pour pouvoir, avoir une progression de carrière. Donc, le traitement différentiel au regard du jeune âge est plutôt accepté socialement. C'est quelque chose que l'on partage puisque le modèle français, notamment, partage l'idée qu'il faut avoir une grille de salaire en fonction de l'ancienneté. Donc, voilà, c'est quelque chose de légitime et on l'accepte socialement, c'est pas un souci. Troisième élément, c'est que lorsqu'on va regarder le droit, et là, au niveau européen, c'est extrêmement intéressant, puisque l'on va voir que la jurisprudence, en fait, va avoir une clause dérogatoire pour les jeunes. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, pour ça, je vous ai mis une petite citation de l'article 6 de la directive 2007-78 de la Commission européenne, qui nous dit que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiée dans le cadre du droit national par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. Qu'est-ce que ça nous dit là? Ça nous dit qu'au nom de l'exigence professionnelle, si un jeune peut se sentir discriminé, eh bien, le recruteur ou l'employeur peut justifier qu'il n'est pas du tout traité différentiellement au regard de ce critère-là.
Il y a donc une clause dérogatoire qui permet même de voir que d'autres critères sont privilégiés. C'est-à-dire que si on est discriminé au regard du genre ou de l'origine, c'est prioritaire par rapport à la question du jeune âge. Donc même au niveau du droit, aller devant le tribunal en raison du fait que l'on soit jeune, eh bien, c'est encore très difficile, ou en tout cas difficilement acceptable. Et enfin, le quatrième point qui est extrêmement fondamental, c'est la jeunesse dans l'action publique. On va effectivement voir que dans les politiques publiques, la jeunesse est construite comme une jeunesse, j'allais dire, une minorité, dans le sens où on va accepter politiquement, et on va construire depuis plus de 30 ans de programmes, en fait, une jeunesse qui doit être accompagnée. Tous les dispositifs que vous avez entendu parler, les programmes, j'allais dire, d'emploi d'avenir, les contrats CAE, CUI, etc., sont des programmes politiques qui acceptent que la jeunesse doit être constamment accompagnée, voire même on accompagne les entreprises, on leur donne, j'allais dire, des finances, on valorise en fait économiquement le fait qu'ils recrutent un jeune. Donc à partir de ce moment-là, on considère que la jeunesse est plus ou moins, entre guillemets, une main-d'œuvre soldée. Elle ne coûte pas cher. Voilà. Donc, mais ça impacte directement la catégorie en fait, des jeunes, la manière dont on va les voir. C'est-à-dire que systématiquement, les jeunes sont considérés comme une main-d'œuvre, plus ou moins, j'allais dire, si on les recrute, en tout cas, c'est une plus-value pour l'entreprise et pas pour le jeune. En tout cas, on donne constamment cette catégorie en tant que jeunesse minoritaire. Ce qui m'a donc, dans le livre, le cœur de ce questionnement, c'est justement qu'est-ce que le jeune âge, le fait d'être jeune, va faire à la tâche de recrutement. Comment ça va impacter les recruteurs? Comment les recruteurs, finalement, vont s'adapter pour recruter les jeunes? Alors, pour cela, j'ai employé, j'allais dire, le croisement de différents types de sociologie, la sociologie, j'allais dire, de l'emploi, qui est au cœur de la problématique, mais la sociologie aussi des discriminations et des politiques publiques. Et c'est ce croisement qui va me permettre, en fait, de vous donner une typologie, j'allais dire, à la fois des recruteurs et à la fois des jeunes. Alors, je disais en introduction que, effectivement, ce livre, il est adossé à plusieurs enquêtes. Je pense que c'est important de le signaler. C'est à la fois des enquêtes qualitatives, et à la fois aussi des enquêtes statistiques. Donc on a tout un panel de recherches que j'ai mobilisé. Et j'ai finalisé aussi cette enquête avec un complément d'entretien pendant la crise Covid, donc sur l'année 2020, où je suis partie rencontrer aussi 5 potentiels, j'allais dire, responsables de recrutement. Voilà, ça c'était important pour moi parce que ça m'a permis de mettre en perspective et d'ouvrir vers une discussion sur la jeunesse pendant ou après le Covid. Un constat, quand je vais voir les recruteurs et que je leur demande « Est-ce que vous pensez que vous pouvez potentiellement discriminer des jeunes ?» Qu'est-ce qu'on me répond? Circuler, il n'y a rien à voir. Effectivement, les recruteurs, à chaque fois, vont me dire que non, la question de la jeunesse ne se pose pas dans la question de la discrimination, au regard de la discrimination. On peut discriminer au regard de l'origine, au regard du fait d'être femme, d'être plus ou moins âgé, de venir d'un territoire particulier. Mais le fait d'être jeune n'est jamais réfléchi en tant que tel comme acte de traitement différentiel. Donc j'aime bien cette petite citation d'un des recruteurs que l'on a rencontré en 2018 qui nous dit « Je ne sais pas si j'ai vu des choses extrêmement compliquées ou plus compliquées chez les jeunes que chez les anciens. Je n'ai pas l'impression d'avoir été confrontée à quelque chose de particulier avec des jeunes recrues. » Cette même personne, en fin d'entretien, va me dire qu'effectivement, la variable jeune âge va jouer complètement sur la manière dont il va sélectionner ses candidats. Donc, effectivement, la problématique, j'allais dire, est quasiment invisible. C'est très je veux dire, poser la question de la jeunesse en tant que critère de discrimination, c'est très récent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de conscience ou de prise en compte, en tout cas, d'une problématique spécifique aux jeunes. On ne sait pas quoi en dire. Et puis, il n'y a pas de gêne, justement, à répondre sur le fait que les jeunes sont illégitimes pour le moment, ou pas assez formés, etc. Et puis, la question de la jeunesse est toujours mise en rapport avec la gestion du risque.
en introduction, on en discutait tout à l'heure, effectivement, les jeunes sont perçus comme un risque parce qu'ils n'ont pas assez de formation, parce qu'ils sont sous-productifs quand ils viennent dans leur premier emploi, et puis il faut toujours un temps d'adaptation, d'accord ? Donc finalement, bon, c'est quand même une vraie gestion du risque de pouvoir laisser les portes ouvertes à des jeunes de n'importe quel type de parcours, même les jeunes qui sont très diplômés. Hein. Voilà, donc il y a une certaine, j'allais dire, une légitimité d'une pratique de recrutement défavorable à la jeunesse. Alors, ce qui me permet d'enclencher sur la découverte du métier de recruteur. Qu'est-ce que le recrutement finalement ? À la fin de mes 10 années de recherche, je peux vous dire que recruter finalement est une affaire d'intuition. Il y a une comparaison, moi, qui me plaît beaucoup, et j'en fais état avec une certaine... j'utilise justement cette analogie pour parler du recrutement. Eh bien, choisir un candidat, c'est un peu comme choisir son conjoint en amour. Effectivement, quand on ne connaît pas forcément la personne, on va se baser sur 3 éléments importants. La première, c'est nos mauvaises expériences. On va choisir notre conjoint ou le candidat en fonction du passé, des mauvaises expériences qu'on a eues. Deuxième chose, c'est un peu la routine. On va voir aussi qu'est-ce que, au niveau, habituellement, qu'est-ce qui marche. Et puis, le troisième élément, c'est le saut dans l'inconnu. Vous pouvez choisir un conjoint ou vous pouvez choisir un candidat, finalement, quand vous ne savez pas à quoi vous attendre. Vous avez des besoins, mais par contre, en termes de compétences en face ou de personnalité, eh bien, parfois, il est bon de sauter dans l'inconnu. Ce qui me permet de vous décrire justement 3 expériences centrales dans le métier de recruteur. Le premier, c'est de sélectionner en fonction des mauvaises expériences. Donc le piège de la mauvaise expérience, c'est surtout dans le cas, dans certains secteurs de travail, et là c'est important de toujours mettre en perspective le métier de recruteur en fonction des univers de travail. Et souvent, la question des mauvaises expériences, elles se passent dans des milieux où il y a un turnover assez important de la main-d'œuvre et où les conditions de travail sont difficiles. Service de la restauration, service de l'aide à domicile, service, j'allais dire aussi parfois de la médiation, ou service service d'aide à domicile, je crois que je l'ai déjà dit. Donc, effectivement, les recruteurs vont voir et sélectionner des jeunes en fonction de leur mauvaise expérience. Et là, ce qu'on découvre, effectivement, c'est qu'il y a des jeunes qui se lèvent trop tard parce qu'ils ils ont fait la fête la veille. Donc ça, c'est vraiment des expériences et des extraits d'entretien qui sont dans le livre. Il y a des jeunes qui vont passer très, très rapidement au tutoiement, alors que donc il n'y a pas de respect de la hiérarchie. Et donc, en fonction de ces mauvaises expériences, les recruteurs vont décider de recruter de moins en moins de jeunes, ou en tout cas de faire vraiment un gros tri parmi ces jeunes. Deuxième analyse, c'est la manipulation de ce que j'appelle des probabilités. Au fond, là, ici, je vous ai cité une expérience d'un recruteur qui va recruter au sein d'une équipe de médiation. Alors, je vous la lis, puis on en discute ensemble. On a multiplié l'équipe par 2. Alors, ce qui s'est passé entre le passage de 6 à 15, j'ai eu une demande claire du cabinet du maire qui a été de blanchiser un peu l'équipe. J'avais 2 filles françaises de souche et 4 arabes. On m'a demandé clairement... Bon, sauf que recruter des blancs dans un quartier pour travailler la nuit, sur de la médiation avec des profils contrats aidés, c'est impossible en fait. Nos candidatures sont assez complexes. On n'a reçu aucune candidature de blanc. On a eu des candidatures en dehors des quartiers, extérieurs, rien. Et ce n'est pas adapté. On a une seule candidature d'un candidat blanc et il s'est auto-censuré après. Il n'est pas venu pour la suite sur le terrain. Voilà donc, j'étais coincée entre une demande de la municipalité et les exigences du terrain. La réalité, il n'y a pas. Donc ce qui est intéressant là, c'est que donc il y a eu des collectivités territoriales donc au niveau national. Hein, on a interrogé à peu près 8 collectivités territoriales. En fait, c'est simplement des mécanismes de recrutement qui vont être ciblés sur des expériences plutôt positives. C'est-à-dire que là, ce qu'on voit, c'est que la jeunesse peut aussi être le fait de stéréotypes positifs. Et notamment,
les jeunes issus des quartiers politiques de la ville vont être définis par les recruteurs aussi avec des atouts, c'est-à-dire la possibilité d'être malléable, d'être, j'allais dire, très actif sur le terrain, d'avoir une disponibilité importante, un double investissement, etc. Et donc, on va voir de nombreux recruteurs, notamment dans les collectivités territoriales, qui vont user de ces probabilités positives qui se reproduisent pour essayer de voir comment cette question du recrutement peut être stabilisée dans le temps. C'est ce que j'appelle un petit peu la gestion de la diversité. D'accord ? Troisième élément, c'est les heuristiques de décision, c'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, on est tellement dans un environnement changeant où la question de l'innovation dans certains métiers, notamment le secteur de l'informatique, le secteur de l'ingénierie, ça va tellement vite que là, il y a énormément de postes qui vont être destinés à des jeunes, mais on n'arrive pas forcément à définir les compétences en face. Les recruteurs ont des besoins, mais ils ne savent pas finalement les profils de candidats qui sont les plus adaptés. Donc là, ce qui va jouer, c'est qu'on va un peu sauter dans l'inconnu, comme je vous ai dit, et là, on va essayer de prendre une décision sans avoir finalement toutes les informations nécessaires ou complètes. D'accord ? Donc, c'est ce que j'appelle ces heuristiques de décision. Alors, rapidement, ça nous permet d'avoir 4 types de profils de recruteurs. Effectivement, il y a des recruteurs qui vont se positionner par rapport à leur engagement sur la sélection, et puis il y avait des recruteurs qui vont se positionner sur la question de l'insertion. Ça, c'est très intéressant de voir ça, puisque tout à l'heure, M. Bruce parlait de ces gatekeepers, je les appelle les portiers, parce que pour moi, ils ouvrent les portes et puis ils les ferment. Et parmi ces recruteurs, on a des recruteurs prédicteurs, c'est-à-dire que là, ils sont vraiment dans l'idée de pouvoir chasser le meilleur candidat possible, peu importe en fait, peu importe les éléments, j'allais dire les conditions et les inégalités qui peuvent être présentes dans la candidature d'un jeune. Et ensuite, on a le recruteur comme contrôleur, là aussi, pas d'état d'âme. L'idée, c'est on recrute un candidat jeune, peu importe la situation. L'essentiel, c'est vraiment les enjeux économiques, j'allais dire, de l'entreprise qui passe avant tout. Donc, ces 2 premiers types de recruteurs vont se positionner vraiment sur cette idée de la sélection. D'accord ? Et puis, par contre, on voit se développer d'autres profils de recruteurs. Je dis dans le livre, effectivement, qu'il y en a qui sont un peu plus humains, beaucoup plus humains, pas que les autres ne le sont pas, mais en tout cas, ils se positionnent sur cette idée qu'il faut être sensible à la question de l'insertion des jeunes. Et donc, je vais les appeler le recruteur marin ou parrain, et puis le travailleur social ou militant. Donc, le recruteur parrain et marraine, ce sont des rencontres, d'accord ? Ce sont des recruteurs qui, finalement, vont, dans leur trajectoire de vie, pouvoir se projeter aussi sur leur propre parcours de jeunesse et se dire qu'il faut donner la chance. Et puis, il y a le recruteur comme travailleur social et militant. Je le décris vraiment. Ce sont des recruteurs que l'on a rencontrés, qui ont vraiment une sensibilité sur la question de l'inégalité des chances et l'inégalité des parcours de ces jeunes, et qui vont essayer de donner ce coup de pouce en plus pour pouvoir changer la trajectoire d'un jeune. Alors, comment sont décrits les jeunes ? Maintenant qu'on a compris finalement comment se positionnent les recruteurs, c'est comment sont décrits les jeunes aujourd'hui. Et au regard de plusieurs critères intéressants. Les jeunes sont toujours décrits en fait en opposition à la seniorité. Effectivement, les seniors, ils sont classiques, ils sont matures, ils ont de l'expérience, ils ont une certaine autorité. Donc il n'y a quasiment que des stéréotypes positifs. Et puis en face, la question de la juniorité, ce qu'on va appeler la juniorité, vont être définis par leur inexpérience, leur ingratitude, le fait qu'ils sont incompatibles avec les exigences du monde du travail, la volatilité, le dynamisme parfois, et la malléabilité. Ah oui, c'est des traits assez, c'est des traits assez forts, mais ça nous permet de voir vraiment que les recruteurs osent typifier et catégoriser clairement les jeunes dans leur processus de recrutement. Mais allons plus loin, cette jeunesse, si elle est typifiée de manière négative, ce qu'il faut savoir, et ce qui est assez subtil du coup dans ce métier de recrutement et cette expérience de candidat, c'est un peu le salto du stigmate, c'est-à-dire que quelque chose qui peut être défini comme négatif va tout d'un coup devenir quelque chose de positif dans certaines situations. Et les jeunes en font vraiment l'expérience. C'est-à-dire que leur inexpérience,
un point négatif pour leur recrutement, va devenir pour certaines entreprises et certains secteurs un élément extrêmement positif, puisqu'ils n'ont pas d'exigence de salaire. Ils sont plus ouverts et donc ils vont plus s'adapter. La juniorité tout à l'heure qu'on parlait, ce manque voilà, de vision, voilà, et va devenir parfois quelque chose qui va les définir comme dynamique, l'image du jeune. Notamment, on l'a vu dans le secteur de la distribution sportive. Ça, c'est extrêmement intéressant. Comment l'image du jeune va être utilisée dans les plans de communication. Et enfin, l'individualisme, parce que bien sûr, les jeunes d'aujourd'hui et d'il y a 5 ans, ils sont très individualistes. Et en fait, tout d'un coup, ils vont être définis comme très agiles, très autonomes, ils vont avoir une prise d'initiative extrêmement importante, et puis ils vont pouvoir s'autoréguler en situation de crise rapidement. Donc c'est un peu ces stéréotypes, j'allais dire, qui sont à contresens. Mais ces stéréotypes, ils vont croiser d'autres critères, notamment la question de l'origine et du genre. Le fait d'être maghrébin, le fait d'être femme, quand on est jeune, eh bien, effectivement, ça va changer la donne. Donc c'est ce qu'on va appeler ces figures, j'allais dire, de jeunesse, qui vont être finalement le produit d'une politique d'entreprise. Et là, deux petits extraits d'entretien qui permettent de voir ça. Donc, jeunesse et origine, par exemple. Parce que les jeunes d'origine maghrébine, c'est pas méchant, mais c'est sûr que ça ennuie, ça fait des histoires pour rien. Ça part sur le dos d'un tel, machin, c'est galère. Service de la restauration. Jeunesse et genre, on rencontre voilà, un recruteur dans une entreprise de taille intermédiaire, dans le secteur de l'informatique. Et ce qu'on va voir, c'est que, je cite, « ça m'arrive tout le temps ». Par exemple, je cherche une acheteuse, je propose 3 femmes au niveau de la direction. On me dit d'accord, mais il faut qu'elle ait fait tous ses enfants. Donc là, on voit bien que la jeunesse, elle est aussi croisée avec d'autres critères. Le fait d'être femme et le fait d'avoir une origine différente. Ça s'intègre donc dans des politiques d'entreprise. Ce que je veux vous montrer, c'est effectivement qu'il y a des éléments positifs, il y a des éléments négatifs. Tout ça, c'est au cœur de plein de dilemmes. Les dilemmes des recruteurs, mais aussi les dilemmes des directions des structures. Eh bien, on va développer alors des lectures, des politiques d'entreprise très, très spécifiques. Et on peut avoir 3 types de lectures. La première, une lecture sociale du jeune. Tout à l'heure, je vous en parlais. On essaye de compenser ces inégalités, où on a envie de rendre l'appareil, parce que nous aussi, on nous a donné la chance. Effectivement, on va positionner une politique de recrutement qu'on va appeler dans une logique civique. Et en face de ça, donc la catégorie de la jeunesse, c'est bien effectivement la jeunesse comme mission d'intérêt général, la jeunesse comme minorité. D'accord ? On a une lecture politique et stratégique. Là, c'est quand on cherche à innover, quand on cherche à gérer le capital humain. Donc là, sur la question du renouvellement, notamment intergénérationnel, au sein des entreprises, ça c'est extrêmement important, ou la question de la modernisation en fait de managériale, eh bien là, la jeunesse, elle est vue comme un véritable investissement. Une jeunesse qui va permettre de développer à la fois des services en collectivité, mais aussi des services dans le secteur privé. Et enfin, on a une lecture marchande des jeunes. Les jeunes, c'est une réduction de coûts, on a plein d'aides, donc c'est plus rentable. Et donc là, la jeunesse, elle est vue comme un risque, mais grâce à des dispositifs publics, eh bien, ce risque est atténué largement. Je vais conclure rapidement, du coup. La catégorie de la jeunesse, elle est fruit, effectivement, d'injonctions paradoxales. Il ne faut pas oublier, dans cette expérience de discrimination que les jeunes peuvent avoir, c'est vraiment les inégalités de départ, qu'on ne peut pas... il faut sentir la question de la discrimination certes comme une réalité, mais il y a aussi le poids des inégalités de ces jeunes. Et enfin, la discrimination, elle est souvent non intentionnelle, elle est souvent indirecte. On va en discuter au cœur du débat. Et donc finalement, le critère jeune âge, il est très spécifique par rapport aux 24 autres critères de discrimination, on pourra en discuter. Parce que la jeunesse, on ne reste pas tout le temps jeune, heureusement. On peut rester tout le temps d'origine maghrébine, on peut rester tout le temps une femme, mais être jeune, on peut effectivement devenir plus mature, un peu plus, avec un peu plus d'expérience, un peu plus âgé.
Donc, c'est un des critères, j'allais dire, qui est évolutif dans le temps. Donc, cette question de la discrimination, elle n'est pas durable. Voilà. Et on va poser, du coup, dans le débat, cette réflexion autour de la sociologie des dilemmes. Comment, finalement, on a envie d'aider les jeunes et en même temps, parfois, on les discrimine. Comment les jeunes peuvent se sentir discriminés et, en fait, ne le sont pas. On est vraiment au cœur de plusieurs dilemmes. Voilà. Merci beaucoup. Je vais m'arrêter là. Merci à vous, Yamina. Et vous voyez effectivement comment le livre peut être passionnant, puisque c'est extrêmement vivant et c'est conforme à ce que vous écrivez. Et c'est aussi intéressant avec encore plus de variété d'expériences de recruteurs. On va commencer par vous, Patrick Noaillat, donc par rapport à votre expérience de représentant des défenseurs des droits. Est-ce que c'est une problématique, donc vous l'avez très bien dit, Yamina Méziani, on n'est pas éternellement jeune et on s'attend, entre guillemets, à étudier la question de la discrimination liée à l'origine, liée au quartier, liée au genre ou à l'orientation sexuelle. Est-ce que la question de la discrimination à l'embauche en fonction de la jeunesse est une problématique qui s'est posée à vous, vous a été soumise? Oui, alors la discrimination fait partie... rentre dans le champ de compétences du défenseur des droits. Si vous voulez bien, je vais peut-être présenter un petit peu ce qu'est l'institution du défenseur des droits, parce que si elle est connue dans les sphères parisiennes, à travers la défenseur des droits aujourd'hui, elle est peut-être un peu plus méconnue dans nos provinces et peut-être sur le département de la Haute-Vienne, même si on essaye par nos interventions et par nos permanences à un petit peu développer et à faire connaître notre institution. Alors, l'institution des défenseurs des droits est une institution assez jeune, puisqu'elle a été créée en 2011, et elle est finalement le fruit d'une fusion de plusieurs institutions préalables, et notamment celle du médiateur de la République. Donc le défenseur des droits a repris les compétences du médiateur de la République, qui consistent donc à traiter les réclamations des usagers, qui s'estiment lésés ou suite à un dysfonctionnement d'un service public, d'une administration publique, voire d'une collectivité territoriale également. Ensuite, le défenseur des droits donc, a repris la compétence de la HALD qui concerne justement la lutte contre les discriminations et la promotion de l'égalité des droits hommes-femmes. Le défenseur des droits a repris aussi celle du défenseur du droit des enfants, qui consiste donc à promouvoir les droits de l'enfant. Et en dernier lieu, sa dernière compétence concerne celle qui était instruite avant par le Comité national de la déontologie de la sécurité, qui est donc celle en charge du respect de la déontologie par les forces de sécurité, police, gendarmerie, également au niveau des maisons d'arrêt, etc., des polices privées également, police municipale. Une dernière compétence récente du défenseur des droits est celle de l'accompagnement des lanceurs d'alerte, notamment de les orienter vers les structures, pour les lanceurs d'alerte, les orienter vers les structures qui conviennent et s'assurer que leurs droits sont bien préservés. Voilà un petit peu la compétence des défenseurs des droits. Alors, l'institution donc, a à sa tête un défenseur des droits ou une défenseur des droits. À l'heure actuelle, c'est une défenseur des droits, Claire Hédon, nommée en juillet 2020. C'est une autorité prévue par la Constitution, donc, nommée par le président de la République pour un mandat unique de 6 ans. Elle est irrévocable, ce qui garantit son indépendance. Et elle ne peut recevoir aucune directive de la part de l'État ou du gouvernement. Donc, ce qui vraiment traduit tout à fait son indépendance. Alors, pour travailler, la défenseur des droits, Claire Hédon, n'est pas toute seule, évidemment, parce qu'elle aurait beaucoup de choses à faire. Donc, elle est entourée d'un état-major qui est situé à Paris, qui comprend une partie, bien sûr, administrative et logistique, mais également d'une partie opérationnelle constituée par des juristes qui sont spécialisés dans certains domaines de sa compétence.
mais également sur le terrain et sur le réseau métropolitain, voire outre-mer. Elle s'appuie sur un réseau territorial très développé, constitué par les délégués du Défenseur des droits, dont je fais partie. Nous sommes 538 délégués, tous bénévoles, répartis sur l'ensemble du territoire national et métropolitain et outre-mer également. En général, par département, il y a 2 délégués. En Haute-Vienne, nous sommes 3 délégués. Les missions des délégués sont les mêmes que celles du défenseur, avec des prérogatives quand même moins importantes que celles de la défenseure et de ses adjoints et de certains de ses juristes, ce qui est bien sûr normal puisque nous ne sommes pas des juristes, nous sommes des médiateurs et nous sommes issus le réseau comprend une multitude de personnes provenant de milieux très diversifiés. Alors, comment peut-on saisir le défenseur des droits? C'est très simple, vous pouvez la saisir, toute personne d'ailleurs peut saisir le défenseur des droits, voire les mineurs de moins de 18 ans, alors, vous avez un site internet du défenseur des droits sur lequel vous pouvez aller. Vous pouvez donc saisir par un courriel adressé donc au défenseur des droits. Vous pouvez également envoyer un courrier qui sera gratuit, vous n'avez pas besoin d'affranchir la lettre, ou vous pouvez prendre rendez-vous avec un des délégués du Défenseur des droits, et notamment donc en Haute-Vienne, prendre rendez-vous avec un de nous 3. Donc il y en a 2 qui sont sur Limoges, un délégué qui est à la préfecture, un délégué qui est à la Maison du droit de la justice à Boubreuil, et moi je suis alors plus particulièrement chargé de la zone rurale, donc j'ai des permanences sur Saint-Thierry-la-Perche, Saint-Junien et Bellac. J'interviens également, comme d'autres délégués, au niveau de la maison d'arrêt de Limoges, pour aussi garantir les droits des détenus, qui ont aussi également des droits à préserver. Et je suis aussi, moi, pour ma part, responsable sur la région Limousin-Poitou-Charentes des questions de déontologie et sécurité. Vous êtes saisi sur quelle problématique le plus souvent? Alors, là, la problématique en Haute-Vienne concerne plus les litiges avec les administrations et les services publics. On va dire sur nos 520 réclamations en 2020, on va dire 95% concernent cet aspect. Alors c'est vrai que la discrimination représente une infime partie de nos interventions. En 2020, nous n'avons eu que 4 cas de réclamation relatives à la discrimination. Alors, sans rentrer dans le détail, puisque vous êtes effectivement soumis à une confidentialité, les thématiques étaient, enfin, les raisons de ces discriminations ressenties ou réelles étaient lesquelles? Alors, ce sont des discriminations plutôt relatives au problème du handicap. Ce sont des personnes qui ont eu leurs droits atteints, des personnes handicapées qui ont eu le sentiment d'avoir leurs droits atteints par rapport à leur handicap. Alors, pas nécessairement au niveau du recrutement, qui est le thème d'aujourd'hui, mais plutôt des personnes qui étaient au sein d'une entreprise qui se retrouvaient plutôt, qui avaient cette sensation d'être discriminées. Marginalisées, d'accord. Marginalisées. Et les années antérieures? C'est à peu près pareil. Alors, pourquoi on a si peu de réclamations ou de saisines? Je pense que vous l'avez démontré à travers votre présentation. C'est parce que les jeunes, notamment, peut-être considèrent que agir, c'est peut-être pas nécessaire, ça va servir à rien, donc ils préfèrent peut-être laisser tomber, abandonner, ce qui est un petit peu dommage. Alors c'est pour ça que d'ailleurs la Défenseure des droits réagit assez récemment, puisque je pense que vous devez le savoir, en tout cas je le dis aujourd'hui, j'en profite pour le dire, depuis février 2021, il existe une plateforme de discrimination.fr qui existe. Toute personne qui se considère être discriminée peut appeler cette plateforme. Il y a un numéro, je vous le donnerai tout à l'heure, donc c'est un numéro à 4 chiffres. Vous pouvez faire appel à la plateforme. Vous serez en communication, les personnes discriminées sont en communication avec des juristes du Défenseur des droits qui prendront en compte leurs problématiques,
qui vont les orienter, soit qui vont prendre en compte le dossier, soit les orienter vers un délégué, et qui traiteront de toute façon le dossier, qui leur donneront une réponse de toute manière. Ça ne veut pas dire que toutes les discriminations, tous les sentiments de discrimination font l'objet d'un dossier, puisque parfois le sentiment n'est pas toujours la réalité. Quand on traite un sujet, qu'on instruit un sujet, comme toujours, on regarde un petit peu ce qu'il y a, on analyse la situation par rapport à la notion de discrimination, qui répond à certaines conditions notamment. Mais si ça répond à ces conditions-là, on traite le sujet. Soit on le traite, nous, en tant que délégués, on va chercher, parce qu'on recherche toujours une médiation, un règlement amiable au litige, c'est la mission première de notre intervention. Soit si on ne peut pas le régler à notre niveau, on fait appel aux juristes parisiens qui ont des moyens d'investigation beaucoup plus importants, qui peuvent demander, vérifier même sur place les documents, interroger les personnes, procéder à l'audition comme un enquêteur, et puis si ça ne va pas, faire des préconisations publiques à travers des documents qui sont rendus publics et qui exigent et qui demandent aux mises en cause de régler le problème. Merci à vous. On va se tourner vers vous, ami de Gobrini, pour savoir comment, en tant qu'acteur de terrain, donc je rappelle pour ceux qui sont arrivés, donc vous travaillez, vous intervenez, et l'association Alchimie intervient sur le quartier de l'Azur de Laurence. Donc quel regard vous portez sur ce qu'a évoqué Yamina Mediani? Du coup, peut-être quelques éléments complémentaires sur mon profil qui participeront à apprécier le propos. Je suis vice-président du centre social Alchimie en ma qualité de bénévole, et j'interviens aussi bénévolement sur le club de foot du Val de Laurence, qui me permet d'être en contact assez régulièrement avec les populations, et les populations jeunes notamment, s'agissant des quartiers prioritaires. Mais je travaille aussi au niveau scientifique sur la question de médiation pour l'inclusion sociale à l'échelle européenne. On vient d'ailleurs de participer à une recherche-action au niveau européen sur les questions de la formation des médiateurs. Donc j'apprécie particulièrement ce que tu as ouvert tout à l'heure sur la formation notamment des adultes relais. Et je travaille également sur les questions de laïcité et de faits religieux en termes de formation et d'accompagnement de professionnels. Juste peut-être quelques mots d'introduction en disant que je crois que lorsqu'un changement sociétal est souhaité et désiré, il nécessite au préalable, je pense, une prise de conscience. Et je crois que sur la question que non pas que tu ouvres, mais que tu complètes, ça participe à cette prise de conscience. Si on veut générer du changement à l'échelle des comportements sociaux, il faut qu'au préalable, on ait pris conscience de l'existence de certains phénomènes. Et je pense que la question de la discrimination de la jeunesse, notamment, est une réalité. Tu l'as par ailleurs démontré. Je voudrais attirer aussi l'attention des personnes qui sont avec nous aujourd'hui. SOS Racisme, lorsqu'ils ont commencé à travailler sur ces questions de discrimination, ils ne se sont pas attachés d'emblée à la discrimination au travail. Ils se sont attachés à quoi? Si je pose une question dans la salle, comme ça. Non, aux boîtes de nuit. Ouais. Les premiers testings qui ont été menés par SOS Racisme, c'était les boîtes de nuit. Donc je trouve cette démarche intéressante. En fait, pourquoi? Parce que ça représente un paradoxe entre la réalité du terrain et des désirs et de l'ambition des jeunes. C'est-à-dire les jeunes, ils avaient pour ambition de trouver du travail. Et ce qu'on leur propose, c'est des testings à l'entrée des boîtes de nuit. Je partage avec vous cette question-là parce que je l'ai vécu assez violemment personnellement. L'entrée en boîte de nuit, ce n'était pas un enjeu pour les jeunes, mais plutôt trouver du travail était un véritable enjeu. Ensuite, s'agissant des questions de discrimination, je suis de nature plutôt optimiste. Il y a des éléments qu'on retrouve dans ton propos, Yamina. Je pense qu'on projette chez le public jeune, et notamment les jeunes d'origine maghrébine, dont tu évoquais le profil tout à l'heure, des comportements sociaux. Et à partir de ces comportements sociaux-là, on va penser qu'ils vont avoir tel ou tel comportement. Je ne pense pas qu'en amont, il y ait une volonté profonde de discrimination. Ça existe, je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dirais peut-être qu'au préalable, je n'ai pas forcément envie de discriminer. Mais lorsque je suis confronté à un profil, je me dis que potentiellement, je pourrais avoir des problèmes avec ce profil-là, donc je vais préférer ne pas le recruter pour ne pas avoir ces problèmes, ce qui est particulièrement intéressant. On a des espèces de stratégies d'évitement, il n'en demeure pas moins que derrière, ça génère de véritables situations de discrimination. Là, je vais me positionner plutôt en tant que vice-président du Centre social Alchimie. Je crois qu'on a mené au sein du Centre social et en partenariat avec un certain nombre d'acteurs, y compris acteurs institutionnels, des expériences plutôt intéressantes, s'agissant de déconstruire les représentations sociales.
On a par exemple porté un projet, je crois que c'était en 2015-2016, on a accompagné une volonté d'insertion professionnelle des publics jeunes, et notamment des jeunes de quartier qui sont sur l'espace public. Il se trouve que j'ai aussi travaillé sur les questions de sécurité. Et ce que tu disais tout à l'heure, où on projette sur les jeunes un comportement, sur la question de sécurité, j'avais assisté à une conférence à Poitiers avec une sociologue qui était particulièrement intéressante, où elle disait, dès lors qu'on voit des jeunes sur l'espace public, on pense forcément qu'ils vont faire une connerie. Ben, je dirais que dès lors qu'on voit des jeunes issus d'un quartier prioritaire au pied d'un immeuble, on pense forcément qu'ils vont faire une connerie ou qu'ils sont incapables d'avoir des compétences, ils sont incapables de travailler. J'en reviens à mon expérience de 2015. Et là, ben, on a ciblé ces jeunes-là à proprement parler. On s'est dit, ben, on va cibler ces jeunes-là. Et on a ciblé ce public-là. Et on a créé justement les conditions pour déconstruire leur représentation. Il se trouve qu'ils ont été accueillis dans un certain nombre de services de la ville. Il faut dire que la ville avait largement joué le jeu à l'époque. Et dès lors qu'on les met en situation, en tout cas qu'on crée les conditions pour que les représentations, en fait, elles sautent, ben on voit que ces jeunes-là, ils ont de véritables compétences, ils ont de véritables savoir-faire. Ils ont certes peut-être besoin de formation, mais dès qu'on les met en situation et on crée les conditions de la mise en situation, ben les barrières sautent et derrière, ben ça participe à, en tout cas, balayer cet enjeu des discriminations. Ce sur quoi aussi je voudrais intervenir, on se le disait un peu en introduction, c'est que vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2010 jusqu'en 2020, pour le moins, la France a été ponctuée malheureusement par un certain nombre d'événements dramatiques qui ont été à l'initiative de groupuscules extrémistes radicaux, violents, de terroristes. Ce qui a généré derrière aussi un réel impact sur les populations d'origine maghrébine qui, par logique de discrimination et de projection, en tout cas de stéréotypes, on s'est dit, les entreprises se sont dit, c'est quelqu'un d'origine maghrébine, donc il est forcément de confession musulmane, puisqu'il est d'origine maghrébine, donc forcément, au regard de ce qu'on entend sur le fait religieux en entreprise, etc., les atteintes à la laïcité, etc., forcément, il va me poser un problème. Donc, ce que je vais faire, par stratégie d'évitement, encore une fois, je vais faire en sorte de ne pas le recruter parce que moi, en tant qu'entreprise, je n'ai pas envie d'assumer une problématique de ce type-là, parce que je ne sais pas l'assumer, parce que je ne connais pas le droit, je ne m'intéresse pas au droit, donc je vais léser cette population-là par pure stratégie d'évitement. Et on a vu clairement, et je me base notamment sur une étude qui était parue à l'initiative de l'Institut Montaigne en octobre 2015, qui montrait comment cette discrimination religieuse avait pris de plus en plus d'ampleur sur ces 10 dernières années. Et je le répète, une discrimination qui peut parfois être réelle, mais supposée. C'est-à-dire qu'on pense que la personne, du fait qu'elle soit d'origine maghrébine, donc elle est supposément musulmane, donc je vais la discriminer. Et s'agissant des femmes, on a atteint, et là, je prends pour exemple les interactions que j'ai pu avoir avec un certain nombre de professionnels de l'insertion sociale qui accompagnent notamment des filles qui portent le voile. Il ne s'agit pas de mettre le débat sur je suis d'accord avec le port du voile ou je ne suis pas d'accord avec le port du voile. Je pense que le défenseur des droits, dans sa fonction, l'a rappelé, on est là pour défendre des droits. Et on voit comment des jeunes filles issues des quartiers prioritaires qui font le choix du port du voile, et encore une fois, on n'est pas là pour débattre là-dessus, se retrouvent discriminées. Elles portent le voile, elles sont issues des quartiers, elles sont femmes, elles sont jeunes, donc voilà, elles vont démultiplier les critères de discrimination. Je ne sais pas, peut-être d'autres... Ça me permet de... Oui, alors, je prends une petite lingette de Covid. Oui, ça me permet de rebondir sur ce que tu dis. Déjà que la discrimination, en termes de définition, c'est intéressant parce que juridiquement, on dit que c'est un traitement différentiel fondé sur un critère prohibé par la loi. Donc c'est important de revenir sur cette définition parce que finalement, la discrimination, on pense que c'est un acte isolé, c'est-à-dire que c'est une fois. Et en fait, c'est quelque chose. La discrimination, c'est quelque chose de très subtil qui peut s'installer dans le temps,
On a du mal déjà en tant que victime de discrimination, et ça vous pourrez peut-être nous en parler sur les questions de discrimination d'handicap, mais on a du mal à se rendre compte déjà qu'on est victime de discrimination parce que c'est quelque chose d'assez insidieux, etc. Et donc les jeunes qui ne sont pas sensibilisés à cette prise de conscience, qu'on peut les traiter différentiellement en raison de leur origine ou du fait d'être femme, etc., ça pose déjà une vraie question déjà en termes définitionnels. Et ce que tu soulèves, Hamid, c'est cette discrimination en fait cumulative. C'est-à-dire que la discrimination, elle n'est pas fondée forcément sur un seul critère. Elle est fondée souvent sur des discriminations cumulées. Et les jeunes des quartiers politiques de la ville, enfin, dit quartiers politiques de la ville, j'aime pas ce terme, mais on l'emploie souvent et ça permet d'avoir une vision de quoi on parle en termes territorial. Mais c'est vrai que les jeunes issus des quartiers politiques de la ville, finalement, vivent cette discrimination cumulée au regard du fait qu'ils sont jeunes, qui n'ont pas forcément autant de diplômes que les autres. Donc là, on parle plutôt d'inégalité, mais et la question de l'origine. Alors, la question des femmes, elle est aussi importante parce que les femmes voilées aussi vivent cette discrimination cumulée. En plus d'avoir des logiques de discrimination au regard du fait que parfois, quand elles reviennent au travail avec l'idée d'avoir des enfants, elles peuvent être en situation de discrimination relativement importante. Le fait qu'elles soient voilées va aussi générer en fait des stéréotypes extrêmement importants. Donc j'allais revenir sur cette idée de discrimination cumulée et de dire que la discrimination, elle est très subtile, elle est insidieuse et qu'on a du mal déjà à se rendre compte parfois qu'on est discriminé. Et ça, c'est un élément important parce que ça fait le lien en fait avec le résultat là que vous nous dites, Patrick, sur l'idée qu'on n'a que 4 cas à Limoges, dans l'agglomération carrément de Limoges, il n'y a que 4 cas qui sont mobilisés sur les questions de discrimination. Je ne crois pas que la réalité du terrain, ça soit qu'il y ait 4 personnes sur tout le territoire qui soient discriminées. Donc il y a un gap, il y a un hiatus entre le sentiment de discrimination et même l'acte de discrimination qui peut être réel, que vous pouvez voir sur le terrain, dans les associations, etc. Et cette mobilisation du droit par le défenseur des droits. Voilà, il y a vraiment un gap. Et ça, j'allais faire le pont également avec les derniers résultats du défenseur des droits. Le 14e baromètre, il vient juste de sortir. Il est sorti la semaine dernière. Et c'est des chiffres accablants. 90% des jeunes se sentent discriminés. 90%. C'est-à-dire qu'une fois qu'on en parle, une fois qu'on pose le problème, parce que, en l'occurrence, là, les travaux de recherche qu'on a menés au niveau national ont permis aux défenseurs de droits, ils sont revenus sur notre enquête, ils ont dit « Ok, on va faire une étude statistique ». Ils ont fait une étude statistique à partir du travail qu'on a fait, et on remarque que 90% des jeunes se sentent discriminés. Et vous savez quels sont les critères qui sont le plus, j'allais dire, importants ? Eh bien, c'est l'origine. L'origine est mobilisée à 68%. 68% déclarent être discriminés de l'origine. Et donc, ça fait, j'allais dire, écho avec ce que tu dis, c'est-à-dire que les événements sociopolitiques qu'on fait face avec les attentats, mais également avec... d'autres types d'événements, d'autres types de violences, j'allais dire les violences qu'on a vécues aussi à Limoges dans certains quartiers, des décès importants, etc., renvoient aussi une image, j'allais dire, et des stéréotypes, enrichissent ces stéréotypes qui sont véhiculés par les médias, et fait qu'on a une réalité de terrain dans laquelle il est difficile de sortir de ces préjugés et de ces stéréotypes. Je ne sais pas si on peut parler réellement de la ville de Limoges, mais c'est intéressant de voir que cette réalité, finalement, il y a une réalité de terrain quand vous allez à la Bâtide, à Beaubreuil, au Val-de-Laurence, du sentiment de discrimination des jeunes. Et puis, quand on écoute le défenseur des droits, eh bien, on n'a que 4 cas qui sont mobilisés et au regard du handicap. Je n'esquiverai pas ce que vous avez dit sur Limoges. Il me revenait une étude très ancienne que j'avais dû lire dans les années 80-90 de Michel Tribala, donc, qui est une démographe, et qui mentionnait à rebours, je dis bien années 80-90, à rebours de ce qu'on pouvait supposer que dans les processus d'intégration par le travail des jeunes issus de l'immigration, en 80-90, les jeunes issus de l'immigration réussissaient mieux que les jeunes femmes. Et à travers ce que vous avez dit, vous d'une part, Hamid, et vous aussi, j'avais le sentiment, alors je ne sais pas, je prends un risque dans les exemples que vous donnez dans votre ouvrage,
j'ai eu le sentiment que vous mentionnez des capacités pour certains jeunes issus de l'immigration, garçons, d'obtenir des emplois, et que finalement ça recouvrait moins des cas d'expérience féminine. Oui, la question était... Donc Michel Tribala a mentionné il y a très longtemps le fait que, contrairement aux idées reçues, les jeunes garçons, finalement, au moment où elle faisait son étude, accédaient plus facilement au métier de l'emploi, en passant par la voie professionnelle, on va être clair. Et à travers ce que vous avez dit, vous, d'une part, sur la discrimination ressentie par des jeunes femmes, qui sont à la fois femmes, vivant dans des quartiers portant le voile, et vous aussi dans ce que vous avez pu dire, et j'ai eu le sentiment, dans les expériences réussies que vous mentionnez, que c'était des garçons. Je me trompe ou pas ? Alors effectivement, il y a une réalité aussi de terrain et moi, dans le livre, je cite des recruteurs qui finalement ont une très très bonne expérience, des jeunes issus des quartiers politiques de la ville, parce qu'ils vont avoir j'allais dire ce double effort et cet investissement quasiment sur... parfois sur un surinvestissement, qui va faire qu'ils vont extrêmement bien réussir dans des profils de poste où on ne les attendait pas. Et les femmes, c'est pareil. Les femmes, notamment, il y a des très très belles expériences de femmes qui ont été recrutées dans les services de médiation, où là, la question de la langue, le fait de parler arabe, devient un atout parce qu'il y a cette capacité de parler à plusieurs types de publics, etc. Là où parfois c'est stigmatisant dans certains postes. Donc je reviens un peu à ce salto, mais c'est-à-dire les stéréotypes peuvent être positifs et dans d'autres cas, et là on le voit dans le livre, effectivement, j'en fais état parce que c'est important aussi de parler des situations de réussite, de situations de réussite et puis de personnes qui sont sensiblement, potentiellement se sentent discriminées, mais qui vont fortement réussir. Alors c'est intéressant, on peut faire le lien aussi avec les derniers emplois qui ont été créés, c'est-à-dire les personnes qui sont, je veux dire, la l'ubérisation des métiers. On voit effectivement beaucoup de personnes issues de l'immigration, on voit des personnes de nationalité complètement étrangères sur des postes. Mais ce qu'on voit, c'est qu'aussi, il y en a beaucoup qui ont des profils entrepreneuriaux et avec des grandes réussites, et notamment dans les métiers du numérique. Dans les métiers du numérique, c'est quelque chose qu'on n'a pas assez, nous, creusé, et je pense le faire dans les prochaines années. Mais il y a énormément de profils de réussite des personnes issues d'immigration, et notamment des quartiers politiques de la ville, parce qu'ils ont cette fibre entrepreneuriale importante. Je ne sais pas si Hamid... Oui, je te rejoins dans ce que tu dis, mais je pense que, et là je vais remettre ma casquette de vice-président du centre social, je pense qu'aussi qu'il y a un certain nombre d'acteurs sur le terrain qui, par les actions qu'ils mènent et les projets qu'ils développent, contribuent aussi à cette ouverture des champs du possible. Il y a un certain nombre d'acteurs, voilà, sortir du quartier, se dire que sortir du quartier, c'est possible pour moi, que j'ai aussi ma place dans telle ou telle géographie de la ville, que j'ai aussi ma place dans tel ou tel événement de la ville. Et je pense que c'est toutes ces petites choses qui sont mises les unes à côté des autres qui participent à l'éclosion de compétences aussi. Parce que parfois, il y a des compétences que les jeunes ont, ce sont parfois des compétences innées, mais les conditions ne sont pas forcément réunies pour permettre l'éclosion de ces compétences-là. Et c'est là où nous, en centre social, en tout cas au club de foot, on va intervenir. On va créer les conditions pour l'éclosion de ces compétences-là. Et s'agissant d'un certain nombre de jeunes de quartier qui réussissent bien, on le voit malheureusement parce que la France aussi est concernée par la fuite des cerveaux, malheureusement. C'est-à-dire, ça doit nous questionner aussi derrière, parce qu'on a un enseignement, y compris un enseignement supérieur public, gratuit, et on forme, on accompagne des jeunes qui sont vraiment dans l'excellence, et qui, pour des raisons de discrimination notamment, se trouvent à les faire proposer leurs services à d'autres nations, aux États-Unis, au Moyen-Orient. Et ça aussi, il faut qu'on en ait conscience. Ils partent pas parce qu'ils ont envie de partir, ils partent parce qu'ils n'ont plus le choix professionnellement, parce que ce qu'ils leur ont proposé n'est pas à la hauteur de leurs compétences et de leur formation, et ou parce qu'on ne leur donne pas l'opportunité de mettre en perspective leur savoir-faire. C'est le cas de la fonction publique hospitalière, notamment la question des médecins. Ça, c'est une réalité. Alors, pour parler de Limoges, effectivement, pour avoir fait des travaux cartographiques
avec Thierry Moreau sur les créations d'entreprises, sur les auto-entrepreneurs, et je précise qu'on l'a fait sur tous les types d'emplois. Alors effectivement, autant les cadres supérieurs sur la ville de Limoges, on les trouve à l'intérieur de la ceinture de boulevard et plutôt dans un Limoges du sud-ouest, mais nous avons nous-mêmes été extrêmement surpris, donc pour valider vos propos, par le fait de découvrir qu'on avait un nombre extrêmement important d'auto-entrepreneurs dans les quartiers populaires et que c'était l'une des bonnes nouvelles, en tout cas, qu'il y avait sur la ville de Limoges, que ce dynamisme de création d'entreprises, et on est allé voir dans certains exemples, parce qu'après, il y a une base de données qui permet de le voir, dans des domaines de services informatiques, dans des domaines de services d'aide à la personne, d'entreprises dans le domaine du bâtiment, etc., était à rebours d'une idée d'une jeunesse, puisque c'était souvent des jeunes qui seraient uniquement dans une forme d'assistanat. Et pour continuer à rebondir, et c'est pour ça que je suis ravi aujourd'hui de ce débat, il est clair que l'avenir de la ville va se jouer entre une jeunesse qui naît de plus en plus au-delà du boulevard, hein, c'est les derniers chiffres de la démographie de la ville, et principalement dans les quartiers, comme vous le dites, qui sont qualifiés de politique de la ville. Et on en parlait avec vous, amis, d'un centre-ville qui est plus vieillissant, plus en U, c'est-à-dire avec des populations soit très jeunes, étudiantes, ou soit des populations âgées, et que le défi à relever pour la ville va être l'intégration réussie. Quand je dis intégration, c'est des marges qui pourtant sont dans la ville, et comment effectivement cette appropriation, vous l'avez dit aussi, dans l'espace central et dans les espaces de centralité qui sont des espaces de pouvoir, va se jouer avec des attentes qui ne sont pas forcément les mêmes dans une ville qui se paupérise. Est-ce que, je voulais savoir, Ami de Gobrini, quand vous discutez avec les jeunes qui vivent dans la ville de Laurence, par exemple, est-ce que cette question de l'embauche de manière projetée, on va dire, est-ce qu'elle est résignée, ou est-ce qu'elle est optimiste, ou est-ce qu'elle est entre les deux, ou est-ce qu'il y a des profils très variés? Je pense qu'il y a des profils très variés. Je ferai une distinction entre les garçons et les filles, d'abord, parce que les filles dans les quartiers réussissent scolairement mieux que les garçons. Donc, elles vont forcément avoir des perspectives que les garçons n'auront pas, et elles vont, dès qu'elles sortent du quartier et qu'elles arrivent dans les établissements d'enseignement secondaire dans le centre-ville, il y a une forme d'ouverture qui se fait, une ouverture géographique, où je me dis, je ne suis pas condamné à l'intérieur du quartier, mais je m'ouvre les champs du possible, ce qui n'est pas toujours la même chose pour les garçons. Et s'agissant des garçons, ça rebondit à ce que vous avez dit tout à l'heure sur l'auto-entrepreneuriat. Je pense que c'est de l'auto-entrepreneuriat par défaut, c'est-à-dire, en fait, je conscientise le fait que de toute façon, je vais être discriminé, que de toute façon, je n'ai pas les mêmes chances que les autres, donc je vais m'engager dans un projet personnel, dans une trajectoire personnelle, je vais contourner quelque part les contraintes pour pouvoir prétendre à mes ambitions personnelles. Je pense que c'est fondamental, parce que cette vision, je ne sais pas si la jeunesse est pessimiste ou pas, mais il y a une vraie réalité, c'est que cette jeunesse, si elle est pessimiste ou optimiste, elle pose vraiment une question fondamentale, qui est cette question de la représentativité de la diversité dans les collectifs de travail. C'est-à-dire que finalement, quand elle regarde qui sont recrutés dans les collectivités territoriales, à des postes de cadre, ou à des postes même, j'allais dire, en catégorie C, la manière d'entrer en mairie, la manière d'entrer aussi dans les autres secteurs privés, va vraiment guider en fait ce pessimiste et cet optimiste. Et je sens, d'ailleurs, ça fait plus de 10 ans que la question de la représentativité, justement, de la diversité dans les équipes et les collectifs de travail est posée, et je pense qu'elle est la source en fait des frustrations aujourd'hui de la jeunesse, c'est-à-dire comment on peut s'identifier finalement à des profils de réussite qui restent, parce que même en entrant dans les collectivités territoriales, et là c'est l'enquête qui me permet de le dire, c'est qu'il y a aussi, une fois qu'on a trouvé un job, la question de l'évolution de carrière, elle se pose. Et quand vous avez des personnes qui
qui ramène un propos dans les quartiers en disant voilà, moi j'ai pu avoir un poste, mais en fait finalement pour faire la formation c'est compliqué, pour changer de secteur c'est compliqué. Donc ça induit la discrimination, ça induit une ségrégation professionnelle, un manque d'évolution de carrière, ce qu'on va appeler les plafonds de verre, etc. Et pas seulement au regard de la question, là on parle beaucoup de la question de la résidence ou du critère de résidence, on parle la question de l'origine, mais la question du genre, elle est aussi fondamentale, hein, et elle renvoie à ce que tu dis sur la question croisée avec la question religieuse. Voilà, ça pose vraiment cette question de la représentativité, en fait, aujourd'hui de la société. En plus par rapport à votre question, je crois qu'en plus de la difficulté à se projeter dans des schémas de réussite, hein, parce que dans la constitution de la famille, le grand frère ne propose pas forcément cette possibilité, ou la grande sœur d'ailleurs, ou les parents ne proposent pas de perspective de projection. Je crois qu'il y a une problématique qui est fondamentale dont il faut qu'on prenne conscience, s'agissant notamment de l'insertion professionnelle, c'est l'absence cruelle de réseau. On est sur des jeunes qui n'ont pas de réseau, ou en tout cas un réseau. Je me souviens, alors je citerai Laurent Courtois, qui est sociologue et qui a notamment travaillé sur un ouvrage avec Didier Lapeyronie, Ghetto urbain, qui disait que le réseau, il est fermé chez les jeunes dans les quartiers. Il est fermé parce qu'un connaît un qui connaît un, mais en fait, ils se connaissent tous entre eux, ils habitent tous dans la même rue. À la différence d'autres réseaux où tout de suite, on accède à des fonctions, on accède à quelqu'un qui bosse dans telle entreprise. D'ailleurs, je voudrais citer une expérience super intéressante de Airbus à Toulouse, qui, pour les stages de 3e, alors nous, du coup, à l'Alchimie, on est très confrontés à la problématique des stages de 3e. Les gamins, ils n'arrivent pas à trouver de stage de 3e. Ils n'arrivent pas, alors des fois on combine des choses, ils se retrouvent au secrétariat du collège à faire leur stage par défaut, ou alors au kebab du coin. En termes de perspective, c'est très limite. Et l'expérience d'Airbus est très intéressante parce qu'ils obligent leurs salariés, lorsqu'ils ont une demande de stage en interne à Airbus, à trouver, en tout cas à répondre à la demande aussi d'un jeune des quartiers prioritaires. Il y a des choses assez intéressantes qui se passent. C'est-à-dire qu'un gamin qui veut faire un stage chez Airbus, pour un gamin hors quartier, on est obligé de proposer également un stage à un gamin issu des quartiers prioritaires chez Airbus. Et s'agissant des questions de mixité, il y a une expérience qui est intéressante aussi, qui a été menée d'ailleurs par le laboratoire de sociologie à Limoges, par Choukri Benayed, sur Toulouse notamment, où on a carrément fermé un collège sur le quartier du Mirail pour proposer à ces jeunes-là d'aller dans un autre établissement. Et je pense que c'est toutes ces actions cumulées les unes à côté des autres qui vont participer, d'une, à se créer de nouveaux réseaux, et de deux, à déconstruire les représentations qui se construisent. Parce que j'insiste beaucoup, je pense que bien sûr, il y a des discriminations volontaires, on discrimine volontairement telle ou telle personne pour les 25 critères qui sont cités dans la loi, mais je crois qu'on discrimine beaucoup par méconnaissance des cultures, par méconnaissance des publics. Et c'est ce qui est d'autant plus dramatique. Je ne connais pas, j'ai peur, donc je préfère éviter. Et alors ça me permet, l'exemple que tu donnes sur la question du réseau, ça me permet aussi de soulever une des problématiques aussi, qui est parfois la question de la discrimination qui peut apparaître en fait en conséquence de dispositifs qui peuvent paraître neutres. Donc tu parles de la question des stages, mais une des problématiques des collectivités territoriales qu'on a rencontrées, c'est que parfois, pendant des années, elles ont mis en place des règles assez simples qui étaient de dire eh bien, les fils de fonctionnaires ou les filles de fonctionnaires sont prioritaires pour les stages. Eh bien, ça pose un réel problème, c'est qu'il n'y a jamais de renouvellement. Donc, en termes de... Il y a des personnes qui n'ont pas leur famille en mairie ou dans une agglomération ou autre, eh bien, ils ne pourront jamais rentrer en mairie parce que la disposition qui a été mise en place, c'est ce privilège, en quelque sorte. Et la conséquence, c'est vraiment, du coup, une discrimination à rebours par un dispositif qui peut paraître neutre au départ, parfois même positif, c'est-à-dire pourquoi pas penser cette question de mon enfant, j'ai un job en mairie, bon, mon enfant est prioritaire puisque je peux lui offrir ce stage-là, ou les jobs d'été, hein, mais effectivement, on n'ouvre pas la porte vers ces publics qu'on ne connaît pas et qu'on présume parfois... j'allais dire, où on a une visibilité assez réduite à partir de nos stéréotypes. Voilà. Puis s'agissant
S'agissant de l'insertion professionnelle, je me rappelle avoir travaillé avec une conseillère en insertion professionnelle à la mission locale de l'agglomération de Limoges, qui me parlait de l'exemple d'un jeune, et c'était très très fort, parce qu'elle me disait, en fait, ce jeune, le travail, il ne sait pas ce que c'est, parce que son père, il ne travaille pas, sa mère, il ne travaille pas, c'est-à-dire que le loyer est payé, le frigo est payé, mais en fait, la notion même de travail n'a pas de représentation physique au sein du domicile familial. Voilà, je rajoutais cet élément pour dire que oui, il y a des questions de discrimination, c'est une réalité, mais il y a peut-être des problématiques en amont sur lesquelles il faut qu'on travaille pour contribuer justement à agir du mieux possible face à ce type de discrimination. Mais fort heureusement, il y a des choses qui existent, il y a des professionnels qui sont compétents sur le terrain, qui font bien leur boulot et qui participent à la lutte contre ce type de phénomène. On va passer donc la parole à la salle par rapport à des questions ou des interventions d'ailleurs que vous souhaitez faire, donc, puisque c'était comme voulu et on a à peu près respecté le timing. Oui. Déjà, tout d'abord, merci d'être avec nous aujourd'hui. Le mot stéréotype revient très souvent, donc j'ai la chance aujourd'hui d'être dans une classe de gestion de ressources humaines, donc certainement une future recruteuse. Déjà, moi, dans le cadre de ma formation, on est excessivement sensibilisé sur toutes les discriminations, sur les 26 modèles de discrimination qui existent. Concernant les stéréotypes, on nous en a parlé il y a la semaine dernière dans un cours sur la diversité. Et c'est vrai qu'ils sont dans notre vie, mais depuis qu'on est tout petit. Et il y a des phrases comme « les femmes au volant, mort au tournant », qui est très discriminatoire. On l'entend, enfin moi je l'ai entendu depuis... Et sauf qu'on ne s'en rend pas compte, on se dit c'est normal. Tout comme les jeunes, de toute façon, aujourd'hui, ils ne veulent pas travailler. Sauf que moi, en entreprise, je me rends compte que les formations proposées dans les écoles ne correspondent pas forcément aux besoins qu'ont les entreprises. Donc certaines entreprises vont créer des programmes, notamment celle dont je fais partie, pour pouvoir justement offrir aux jeunes une chance de pouvoir travailler, de pouvoir s'investir également dans le monde du travail. Alors, si je peux préciser quelque chose par rapport à votre réaction, la problématique, ce n'est pas d'avoir des stéréotypes. On a tous des stéréotypes. Finalement, on est éduqué et on grandit avec des stéréotypes. Ce qui pose problème, c'est d'associer, j'allais dire, un sentiment à ce stéréotype, c'est-à-dire que le fait de penser que les femmes conduisent mal, c'est pas un problème. Mais par contre, de ne pas apprécier la conduite des femmes et donc d'être défavorable à ce qu'elles prennent le volant, là, on associe un sentiment, on passe de l'ordre du préjugé, et ensuite, ce qui va poser problème, c'est que on peut passer à l'acte de discrimination. Et si on passe au niveau du comportement, là, c'est discriminatoire. Donc souvent, les gens font cette confusion entre, les stéréotypes, les préjugés et les discriminations. Et c'est vraiment cette subtilité qui est importante parce qu'on est tous... on fait tous appel à nos stéréotypes, on peut faire appel à nos préjugés parfois, mais il faut arriver à déconstruire pour ne pas passer justement à cet ordre du comportement. Je trouve que c'est essentiel aujourd'hui de pouvoir partager de plus en plus et de sensibiliser justement à ça. Et surtout les recruteurs, du coup, qui ont en charge la question de l'insertion professionnelle. Bonjour, merci à Yamina pour son bel exposé et à vos interventions aux uns et aux autres qui sont d'un grand intérêt. Moi, je voudrais revenir sur un point qui est un peu multiforme. C'est celui de ce que tu as appelé, Yamina, la pluralité ou la diversité. Moi, je crois qu'il ne peut pas y avoir de diversité bien vécue s'il n'y a pas de mixité sociale. Et c'est là, au fond, peut-être, où se pose réellement le gros problème. Vous avez parlé tout à l'heure du manque de réseau pour les jeunes qui tournent en rond, je reprends à peu près vos propos, dans le quartier. Alors, je crois que c'est cette boucle du tourner en rond qu'il va bien falloir, un jour ou l'autre, prendre à bras-le-corps, briser, faire éclater, de façon à ce que la société française, la société limousine, limougeaute, ce que vous voulez,
puissent vivre en mixité. Ça demande bien sûr des décisions politiques, des décisions urbanistiques, des décisions de toutes sortes. Mais je crois que toutes les discriminations qui sont évoquées aujourd'hui, et notamment celles à l'embauche pour les jeunes, en particulier les jeunes issus de diverses origines, maghrébines, mais pas que, bien sûr, hein, actuellement, même des jeunes français d'origine antillaise ou d'origine caribéenne, pour être un peu plus large, ou d'origine africaine, en deçà du Maghreb, sont discriminés aussi de la même façon. Donc je crois qu'il va falloir sortir des politiques de ghettoisation. J'emploie le mot, il est violent, il est à l'américaine, et il est hors de question, pour moi du moins en tant que citoyenne, de voir la France devenir une Amérique bis. C'est-à-dire que le ghetto, pour moi, c'est lié à Harlem, à certaines villes, à la condition de subordination des Afro-Américains. Je ne souhaite pas du tout pour mon pays qu'on reproduise ce type de mécanisme. Donc l'idée, c'est certes diversité, pluralité, reconnaissance de toutes les origines, les cultures, des constructions, des stéréotypes, etc., mais surtout mixité, parce que je crois que c'est vraiment la clé. Je peux me tromper, mais je crois que c'est la clé. C'est-à-dire désenclaver, faire circuler. Quand je le dis comme ça, c'est volontariste, c'est des mots, mais je pense que ça peut être pris en charge de façon politique, de façon territoriale, municipale, nationale, régionale. Et s'il y avait une vraie volonté de décloisonner les quartiers, comme on dit, il n'y aurait plus de quartiers, donc plus de problématiques liées, moins de problématiques liées à la discrimination et plus de problématiques liées à des façons de tourner en rond, comme on dit, et de ne pas pouvoir trouver des issues sociales cohérentes pour l'intégration, le bien-être, le vivre ensemble. Voilà. Du coup, sur votre propos est tout à fait pertinent parce que ce que nous montre, alors je n'ai pas suffisamment d'éléments en termes de recherche sociologique, mais en tout cas certains témoignages sur la question de la rénovation urbaine. Si on prend, la rénovation urbaine a été enclenchée depuis à peu près une quinzaine d'années en France, et elle visait au départ à déconstruire cette dimension massive avec cette concentration importante d'habitants. Donc on a cassé certains immeubles, on a réduit la taille d'autres immeubles. En tout cas, on s'est intéressé préalablement à la concentration. Puis, après, on s'est intéressé à la question des services, c'est-à-dire on a remis un petit peu plus de services publics. Puis aujourd'hui, on se rend compte que pendant des années, s'agissant de la rénovation urbaine, on s'était exclusivement intéressé à des bâtiments, à du bâti, mais on ne s'est pas intéressé aux populations. C'est-à-dire là où on a cru qu'on allait désenclaver certains quartiers, etc., on se retrouve aujourd'hui dans des quartiers qui ont fini leur mue avec des phénomènes identiques à avant la rénovation urbaine. Pourquoi ? Parce qu'on s'est intéressé exclusivement au bâti et absolument pas à questionner la question des mixités, de la mixité sociale. Et d'ailleurs, on le voit, hein, lorsque les gens veulent partir, ils veulent rester sur leur quartier et où aller juste à côté. En tout cas, c'est une vraie question, cette question de la mixité sociale, et je pense que c'est effectivement une partie de la solution. Et d'ailleurs, c'est vérifié sociologiquement, hein, parce que regardez, lorsque les populations dans les années 60-70, qui avaient aussi le plein emploi, se retrouvaient dans une même barre d'immeubles, on avait des gens de classes sociales différentes, d'origines sociales, culturelles différentes, on retrouvait ces phénomènes, en tout cas, d'adhésion au commun, étaient plus forts ce qu'ils ne peuvent l'être aujourd'hui. Il y avait, pour nuancer votre propos, alors je vais encore une fois me référer aux travaux de Michel Tribala, en sachant que je ne connais pas les données actuelles. Elle a fait dans les années 90 cette fois-ci, donc c'est vers 95, des travaux sur les degrés de métissage de 3 populations, les Allemands de souche. Alors, c'est le terme parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas être allemand si on n'avait pas du sang allemand. Hein, donc, et la population turque, numéro 1. Petit 2, les populations algériennes en France et les Européens. Et petit 3, les Noirs américains et les Blancs. Alors, je voudrais quand même rassurer tout le monde parce qu'il y a une espèce de, comment dirais-je, de pessimisme franco-français qui m'exaspère un petit peu, je donne mon avis. En Allemagne, c'était 1% de métissage, d'accord ?
c'est-à-dire qu'il y avait 1% des Turcs qui épousaient des gens hors de leur communauté. Aux États-Unis, si on était une femme noire, c'était également 1%. Et en France, c'était 40%. Ça veut dire que 40% en 95, des enfants issus de la communauté algérienne épousaient des gens qui n'étaient pas des Algériens. Ce qui fait quand même des ratios de 1 à 40. Donc j'aimerais quand même rappeler, et là effectivement je parle avec un peu d'autorité, que nous n'avons pas la même histoire que l'Allemagne et que nous n'avons pas la même histoire que les États-Unis d'Amérique. Autant effectivement on en parlait, je pense qu'il y a un poids du passé colonial qui est phénoménal, et je trouve qu'en ce moment le poids du passé colonial il est énorme dans le débat actuel, on ne va pas se mentir. Néanmoins, le poids d'un passé colonial n'est pas de même nature que le poids d'un passé esclavagiste ou que l'histoire de l'Allemagne, dont je rappelle qu'elle a commis son premier génocide sur des populations noires en Namibie, qu'elle a totalement ou quasiment totalement exterminé. L'histoire du nazisme a été terrible et abominable avec les populations juives et tziganes, mais il y avait un précédent. Il y avait un précédent qui était la Namibie, le sud-ouest africain, qui a été quasiment débarrassé de toutes ces populations noires qui ont été parquées, massacrées, etc. D'où effectivement cette idée du sang. Pour répondre aussi, j'ai dit que je n'esquiverais pas, tel que la politique a pu être menée, alors c'est vrai que vous avez raison, Amine Gobrini, ce n'est pas uniquement en termes de construction et d'habitation. Il y a eu un pari qui a été fait par une de mes collègues, qui est Catherine Moguin-Sicard, sur le fait de recréer de l'habitat individuel dans les quartiers populaires, et notamment sur la Batide. Lorsqu'elle a lancé ce projet, je parle sous le contrôle de mes collègues qui étaient dans la précédente municipalité, lorsqu'elle a lancé ce projet de mettre de l'habitat individuel à côté de la Batide, beaucoup lui ont dit que ça ne marcherait pas. Pour être allé à une inauguration il n'y a pas très longtemps, tous les logements sont occupés. Donc ça veut dire qu'on a trouvé dans cette ville de Limoges, je ne sais pas combien il y en a, mais ce n'est pas un ou deux, c'est 15 ou 20, il y a 20 familles qui n'ont pas hésité à venir habiter cet habitat individuel qui est vraiment juste à côté des barres d'immeubles. Et donc je crois qu'à un moment donné, et là vous avez raison madame, ça passe effectivement par une volonté de recréer de la mixité. Et c'est vrai que les différents acteurs, là pour le coup je ne voudrais pas qu'on se l'approprie, les différents acteurs qui agissent sur la politique de rénovation urbaine sur Limoges, c'est-à-dire aussi bien l'État que la municipalité, les bailleurs aussi sociaux et les bailleurs privés, en tout cas ont dans l'idée qu'il s'agit bien de recréer de la mixité dans l'ensemble des quartiers, parce que sinon nous allons à une société de l'intérieur du boulevard et l'extérieur du boulevard. J'en ai donné l'autre jour des exemples où il est anormal que la piste cyclable, je prends toujours cet exemple, la piste cyclable, pour l'avoir pratiquée le jour de son inauguration, je n'en étais pas rendu compte, elle s'arrête pile à l'entrée des quartiers, on fait demi-tour, elle ne va pas dans les quartiers. Ceci est complètement anormal quand on sait qu'il y a des populations jeunes de l'autre côté du boulevard. Yvon Lamy. Merci. Oui, merci Yamine pour... on parlait mal avec ça, mais enfin bon, je vais essayer de faire clairement. Oui, excusez-moi, je suis un peu malade, j'ai eu un AVC dernièrement. Donc j'ai des problèmes aussi d'élocution. Voilà, d'élocution. Donc je voulais remercier Vincent et Yamina pour la présentation qu'ils ont faite du livre de Yamina, qui représente un gros travail d'expérience et d'expérimentation. Mais il y a un mot qui revient très souvent dans ton travail, Yamina, c'est le mot expérience. Donc tu poses le problème au fond de l'expérience des jeunes et de leur âge. Expérience de discrimination, mais aussi expérience de recrutement. Et je me suis demandé si, au fond, ça n'aurait pas été intéressant de s'interroger sur la manière dont les gens ne réussissent pas leur recrutement et se font reculer, tu vois, se font rejeter, tu vois, et pour quelle raison. Autrement dit, l'expérience c'est une expérience de recrutement au sens positif du terme, mais il y a une expérience aussi à contrario du reculage, des gens qui se font reculer. Et je ne sais pas si vous avez un peu touché abordé cette question, mais elle est passionnante, parce que évidemment, elle pose la question de savoir comment on se prépare en recrutement, tu vois, par exemple. Et comment
en se préparant par l'habillement, par la manière de préparer son speech, etc. Tu vois, comment évidemment cette conscientisation dont parlait Amine tout à l'heure, c'est-à-dire cette intériorisation des stéréotypes et la manière de lutter contre pour présenter un autre visage de soi, tu vois, et évidemment joue un rôle important, tu vois, voilà. Et puis je dirais par rapport à l'intervention juste précédente, je dirais que évidemment et Vincent est tout à fait conscient de ce problème, j'en suis sûr. Le problème qu'on a dans les villes, lui comme élu, évidemment, le sait très bien, c'est évidemment que les stéréotypes sont très souvent liés à des images de quartier. Et ces images de quartier sont elles-mêmes stéréotypées. Nous sommes avec Bernard et Nicole dans une association où on voit bien que l'image du quartier dans lequel nous habitons et où nous vivons et où nous militons un petit peu, c'est bien une image qui confine aux stéréotypes, tu vois. Bon. Et évidemment, le stéréotype débouche très vite sur des formes d'inégalité. Voilà, c'est sûr. Et sur des pratiques, alors je te remercie Yvon, parce que je crois que je ne l'ai jamais dit, sauf peut-être en réunion au sein de la mairie, donc c'est une découverte récente d'un étudiant de géographie. J'ai 30 secondes. Bon. Il lui a été demandé de travailler, donc c'est un étudiant en master de géographie, il lui a été demandé de travailler sur, on prend les jeunes qui vivent dans un quartier, donc on a pris les iris, et où est-ce qu'ils sont scolarisés à l'école, d'accord ? On a rassemblé les iris, donc les iris c'est indicateur pour l'intérêt statistique, il y en a 51 dans la ville. Donc en gros on a divisé la ville en, je crois, 10 ou 12 quartiers. Ce n'est pas les conseils de quartier, c'est autre chose. Bon, je fais très vite. Il y a ceux qui vont dans l'école publique du quartier, il y a ceux qui vont dans des écoles publiques extérieures et ceux qui vont dans le privé. Eh bien, incroyable, vous voyez venir, hein, le quartier dans lequel il y a le plus de monde qui part pour aller dans le privé ou dans d'autres publics, c'est Carnot-Marceau. Donc ce que tu dis est véridique, c'est-à-dire que l'auto-représentation des habitants eux-mêmes, là on parle des habitants eux-mêmes, dans la stratégie, et je parle de l'école élémentaire, hein. Donc j'imagine ce que ça va être au collège, et j'imagine ce que ça va être au lycée, hein, puisqu'on sait très bien que plus on grimpe dans le scolaire, plus effectivement on a des exigences. Et que là, effectivement, on ne peut... Alors, j'ai dit que je n'évitais pas les éléments de conflictualité ou difficiles. Limoges n'a plus de carte scolaire au niveau de l'élémentaire depuis 1983 ou 84. Donc nous avons constaté à Limoges, au bout de, ça fait 21 plus 17, 38 ans, et clairement, entre parenthèses, c'est une des raisons de mon engagement, nous avons constaté à Limoges un phénomène de ségrégation au niveau des écoles qui est phénoménal, avec un doublement du nombre d'enfants qui vont dans l'école privée sur un temps très court, du fait de la rénovation de tout ce qui est les contraintes scolaires, hein, le passage à la semaine à 4 jours, puis la diminution du temps scolaire, et puis l'obligation scolaire à partir de l'âge de 3 ans, qui a eu des contraintes immédiates, et que, clairement, c'est un élément qui est à l'étude, et quand je dis qu'il est à l'étude, non seulement il est à l'étude, mais qui est en train d'être modifié, parce qu'on ne peut pas continuer à laisser une ville filer comme cela, parce que sinon on va aller dans le sens de ce que tu as très bien dit, Yvon, l'auto-représentation que les gens ont, parce que toutes les études montrent que la prégnance d'une carte scolaire lutte, comme elle peut, mais en tout cas ça lutte contre ces phénomènes de ghettoisation. Juste à partir de ça, je vais prendre l'exemple donc ce peut être une réalité. Un gamin aujourd'hui au Val-de-Laurence, il peut être scolarisé en maternelle au Val-de-Laurence, scolarisé en maternelle à Joliot-Curie, scolarisé à Calmette au Val-de-Laurence, puis scolarisé au Majambo au Val-de-Laurence. C'est-à-dire qu'il peut, jusqu'à l'âge de 18 ans, même plus, parce qu'au Majambo, il propose des formations en études supérieures, et ou de l'autre côté du boulevard, il peut ne pas du tout quitter son quartier. Il peut ne pas du tout quitter son quartier. Et vous parliez tout à l'heure, Yvon Lamy, justement d'un certain nombre de compétences aussi, de compétences en termes de savoir-être à acquérir. Et je crois qu'aussi ça, c'est un des enjeux pour lutter contre les formes de discrimination. C'est-à-dire qu'on a aussi des jeunes
qui vont nourrir les stéréotypes, alors volontairement ou involontairement. Et ça veut dire qu'en amont, il faut bien faire ce travail-là, là, c'est tous les acteurs de l'intervention du travail social, autour de l'acquisition de compétences sociales qui vont, dans le cadre d'un recrutement, leur permettre justement de réunir les facteurs pour pouvoir lutter contre ces stéréotypes qui peuvent parfois nourrir. Effectivement, donc Yvan, j'ai travaillé sur, dans le cadre de ma thèse, j'ai travaillé sur les candidatures qui ont été rejetées, donc plutôt du côté des jeunes. Et ce qu'on remarque effectivement, c'est que c'est pas du tout une discrimination de la part du recruteur, mais j'allais dire une méconnaissance des codes de l'entreprise ou même dans la fonction publique, une vraie méconnaissance en fait des codes internes. La manière de venir en entretien, de s'y préparer, de travailler ne serait-ce que la connaissance de l'entreprise. On voit des jeunes qui arrivent, mais qui vont venir se vendre, mais sans avoir recherché du coup des éléments déjà sur le fonctionnement interne, etc. Donc ça, c'est des vraies problématiques, et c'est pour ça que je suis très très sensible à ne pas traduire toujours les termes d'inégalité de situation en termes de discrimination. Puisque, en fait, ce sont liés à des inégalités de départ. Ce sont des inégalités sociales qui sont importantes chez les jeunes. Et donc, je pense que c'est là où on peut avoir un gros travail à faire. C'est justement de les accompagner pour avoir ces compétences. Ce qui m'attriste aussi un peu, c'est que donc dans mon investissement plutôt bénévole, où je fais des jurys de recrutement pour préparer les jeunes, il y a énormément de jeunes qui ne sont pas du tout quartier politique de la ville ou autre, mais qui font énormément de fautes d'orthographe aujourd'hui sur les lettres de motivation, qui ne préparent pas correctement leur CV, qui n'ont même plus la notion de leur évaluation au niveau du salaire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils peuvent vraiment demander. Et parfois, ils veulent déjà un salaire assez élevé alors qu'ils n'ont pas regardé les grilles de salaire, etc. Et donc, on voit bien qu'il y a un décalage entre la réalité du terrain dans le monde de l'entreprise et leur perception à eux. Je pense qu'il y a vraiment un vrai accompagnement à faire au regard des compétences, j'allais dire, qu'on leur fournit à l'université. Je suis sensible parce que toi aussi, tu le sais bien, à l'université, on les forme à des savoirs, à énormément de connaissances, mais on les lâche avec des diplômes souvent sans les préparer à la réalité de la situation du marché du travail et de la situation de l'entretien. C'est-à-dire souvent, il y a des étudiants qui sortent diplômés, mais qui n'arrivent pas à les valoriser en termes de compétences professionnelles. Donc ça, c'est un élément extrêmement intéressant et qui rejoint justement ta notion dont tu parlais, la notion de l'expérience. Voilà. À un moment donné, tu prends l'exemple de Julie et de Christelle à propos de recrutement pour être administrateur d'une collectivité. Tu vois? Bon, c'est un exemple à mon avis très intéressant parce qu'on voit bien qu'elles ne partent pas du même point de départ. Christelle en particulier a un appui du maire qui va d'ailleurs finir par payer puisque c'est elle qui va être recrutée. Et non pas Julie qui pourtant a su techniquement répondre à toutes les questions liées à l'administration de la paye d'une manière beaucoup plus précise que Christelle, tu vois. Donc les points de départ sont très importants dans la question de recrutement, tu vois. Et le point de départ, en fait, c'est poser la question des inégalités et qui renvoie à la réflexion de Marie, qui est, en fait, finalement, les questions de discrimination, elles sont indissociables à la question sociale. Enfin, vraiment, il faut reposer les choses. La question des inégalités socio-économiques qu'on ne traite pas, eh bien, les conséquences, c'est systématiquement la question des discriminations. S'agissant de cela, on peut même faire le parallèle entre les problématiques rencontrées par les jeunes issus des quartiers prioritaires et les jeunes dans le milieu rural. On en parlait tout à l'heure sur l'accès à Internet, par exemple, sur les questions de mobilité, sur les questions de réseau, sur les questions des stéréotypes. Donc on peut se rendre compte qu'il y a des similitudes, qu'ils ne sont pas l'apanage d'une catégorie de population, mais on retrouve des phénomènes d'exclusion, alors qu'au préalable, on a des populations opposées.
Juste avant, juste votre petite question, juste pour répondre sur la question de l'école, parce que c'est important. On pose la question des stéréotypes liés à des endroits de la ville, etc. Limoges est assez, exceptionnelle au niveau territorial, puisqu'elle ne porte pas la question de la carte scolaire. Et donc, ça pose la question des stratégies résidentielles. La question des stratégies des résidentielles, elle est aussi... je vois énormément de familles, justement, qui ont pu être susceptibles d'être discriminées et qui vont, en fait, pour éviter que leurs enfants eux-mêmes reproduisent un schéma de discrimination, justement sortir et ne pas habiter, les endroits qui sont discriminés. Donc, îles, Landouge, etc. Donc ces stratégies de résidentielles, elles sont aussi la conséquence aussi d'une expérience sociale qu'on n'a plus envie de revivre ou que les gens n'ont plus envie de revivre. Donc il y a du mal et du bien un peu partout. On est vraiment dans un dilemme assez important finalement, parce que ces personnes-là sont peut-être favorables à de la mixité sociale, mais l'expérience de discrimination est tellement douloureuse qu'on n'a pas envie de la faire reproduire pour nos enfants. Donc voilà. Oui, juste un exemple de belle histoire, et qui se termine bien, avec discrimination, avec tout, mais en tout cas avec succès à la fin. Le squat de l'avenue de la Révolution a été démoli, un jour. Ce jour-là, une amie du squat, qui a l'âge de ma fille, moins de 30 ans, avait un job. Elle avait un petit papier qui lui permettait de travailler. Elle était architecte en Algérie et elle avait un job de technicienne au conseil départemental, qui pourtant n'a aucune politique sociale, met les gamins de 17 ans à la rue, mais peu importe. Ils ont recruté cette jeune femme, architecte. Ça fait 5 mois maintenant qu'elle y est. Ses enfants sont à l'école de Carnot et ont des résultats scolaires superbes. Et elle est de mois en mois reprise parce qu'elle est extrêmement compétente et ça se passe bien. Et elle a un appartement en ville. Et elle n'est pas ni à Landouge ni à Île, parce que quand on est là-bas, on ne peut pas pointer comme il faut au centre-ville. N'oublions pas que tous les organismes d'État qui demandent, qui surveillent, entre guillemets, qui surveillent les réfugiés, sont tous en centre-ville. Donc ils ne peuvent pas habiter, ils ne peuvent pas jouer la mixité sociale. Il faut bien qu'ils soient là où on les met. Enfin bref, c'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Voilà, un succès. Je crois qu'il y a une dernière question. Je vais pas pouvoir amener beaucoup d'éléments. Merci à vous, parce que je ne vous connaissais pas, je n'ai pas lu votre livre, donc je vais me précipiter pour l'acheter, le lire. Donc moi, je suis Corinne Robera, je travaille à la mission locale de l'agglo de Limoges, donc les jeunes... on s'y intéresse en tout cas. Est-ce qu'on les connaît? Je ne suis pas certaine. Moi, ma première interrogation, c'est... j'ai toujours du mal à parler de la jeunesse. Moi, j'ai envie de parler des jeunes, parce que je crois qu'on l'a tous évoqué autour de la table. Et dans la salle, il n'y a pas une jeunesse, il y a des jeunes. Et on ne vit pas sa jeunesse d'une même façon si on habite dans un quartier prioritaire ou en ruralité. Même si j'ai tendance à dire qu'on est quand même moins discriminé en ruralité. Mais bon, ça, c'est... parce que je suis très attachée au urbain. Mais il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué aujourd'hui, et moi, je venais un petit peu pour ça. Mais c'est ma faute, je n'avais pas lu votre livre. Je crois qu'il y a quelque chose en ce moment qui, de l'ordre de la méconnaissance de cette fameuse génération Z, que les employeurs, puisque là, on était sur la question de l'employeur, ont du mal à aborder. Et on parlait beaucoup de savoir-être. Alors, moi, je vais parler de notre expérience. Les employeurs, effectivement, sont très exigeants au niveau du savoir-être. Ils ont raison. Par contre, quand il y a le savoir-être, il n'y a toujours pas assez de compétences. Et quand il n'y a pas assez de compétences, quand il y a la compétence, il n'y a pas assez l'expérience. Et moi, ce que je retiens de votre débat, et je trouve vraiment intéressant, c'est que pour moi, la première discrimination, c'est justement l'inexpérience de la jeunesse. Je crois qu'un employeur, à l'heure actuelle... alors, c'est vrai que l'enjeu est important aujourd'hui. On est sur une période d'un nouveau de besoin. On voit bien qu'il y a des emplois, il n'y a pas les jeunes en face, ou les moins jeunes d'ailleurs. Ce n'est pas qu'un problème de jeunes. Et je pense qu'il y a effectivement toujours le jeune pensée
c'est comme ça qu'on le vit, nous, sur le terrain, hein, c'est le jeune comme un risque qui ne soit pas opérationnel rapidement, qu'il ne puisse pas rentrer dans les codes de l'entreprise. Et je mets au défi dans la salle de me dire, est-ce qu'il y a un seul code d'entreprise? Je crois que chaque entreprise a ses propres codes. Donc moi, c'est ce que je retiens de votre conférence, c'est vraiment ça. Et puis, j'ai envie de militer un petit peu pour qu'il y ait quelque chose qui soit donné aux employeurs pour comprendre la génération Z. Alors, on accepte ou on n'accepte pas comme elle est. En tout cas, c'est inévitable, elle est là, elle fonctionne comme ça, elle ne fonctionne plus comme celle d'avant. Et je crois qu'il va falloir que les employeurs comprennent mieux pour mieux s'adapter. Et je pense que ça peut-être que favorisera peut-être plus l'embauche. Voilà, je n'amène pas un débat, hein, je m'en rends bien compte. Vous trouvez quelques éléments justement sur les questions de génération dans le livre. Là, je n'ai pas pu tout donner en termes d'éléments, mais effectivement, la génération Z est associée à des stéréotypes très très spécifiques face à des recruteurs. Et vous verrez qu'il y a certains types de recruteurs qui vont les comprendre, d'autres qui ne vont pas du tout s'y adapter. Et notamment, le recruteur qui est plutôt sur un profil de sélection, va pas du tout la comprendre, alors que le recruteur qui est plutôt sur la polarité insertion, lui, va pouvoir s'adapter à cette génération Z. J'espère qu'en le lisant, vous allez pouvoir... Les recruteurs, ils sont aussi liés au bassin économique d'un secteur. Au secteur, aux univers de travail. Voilà, tout à fait. C'est vrai que sur l'image, on a quand même peu de grosses entreprises. Et c'est quand même... voilà, les petites entreprises n'ont pas forcément des recrutements très normés. Et je me dirais, enfin moi je pense que c'est une chance aussi qu'elles ne soient pas si normées que ça. Mais en tout cas, ça nécessite vraiment, enfin pour moi, ça nécessite vraiment un travail de fond actuellement pour demain, quoi, parce qu'on va avoir besoin, enfin les entreprises ont besoin de cette jeunesse, c'est inévitable. Hein. Donc je pense qu'il y a vraiment un travail important de sensibilisation à ce niveau-là. Merci beaucoup. Il y a une génération Z, je crois, qui veut prendre la parole. Oui. Génération Z. Il ne faut pas se tromper de génération Z par les temps qui courent. Génération Z, il faut être vigilant. Alors c'est vrai que c'est pas très beau comme terme, je le conçois. Alors j'avoue, et vraiment c'est pas pour être... Je ne connaissais pas le sens de l'expression. Pourquoi Z? C'est une tranche d'âge. Hein. D'accord. Les sociologues doivent pouvoir vous dire, c'est la génération née après 95. C'est la dernière... c'est la dernière génération. C'est un peu présomptueux parce qu'il y aura un futur. Oui, voilà. Il me semble que la génération Z, c'est celle qui intervient après la génération Y. Et, tout à fait. Oui, voilà. Et j'en fais du coup partie. Je voulais intervenir sur le sujet parce qu'effectivement, je suis concernée par déjà les possibles discriminations sur le travail plus tard, parce que l'année prochaine, je serai confrontée aux études supérieures. Et du coup, je me sentais assez, on va dire, assez concernée par le sujet des discriminations, notamment, déjà, effectivement, je suis jeune, du coup, et aussi, je suis une femme. Donc, je suis concernée par des possibles éventualités de ces discriminations. Et je voulais aussi ajouter que la nouvelle génération, du coup, aujourd'hui, est plus sensible à ces sujets d'inégalité. Effectivement, aujourd'hui, on a plus tendance à lutter contre le sexisme, contre le racisme, mais effectivement, la notion de discrimination envers les jeunes est beaucoup moins courante. On n'en parle pas réellement. Et je pense que c'est quelque chose qui est vachement légitimisé par les recruteurs ou les entreprises et tout ça. Alors qu'au contraire, les autres discriminations en fonction du genre, des origines et d'autres critères sont vachement plus, aujourd'hui, moins acceptées et beaucoup plus discutées, alors qu'au contraire, celle des jeunes va pouvoir être justifiée pour telle ou telle raison, que ce soit à cause de l'expérience qu'ils n'ont pas forcément, alors qu'ils peuvent totalement avoir les capacités, le niveau requis, mais ils sont discriminés et décrédibilisés en quelque sorte pour diverses raisons. Et je voulais intervenir du coup sur le fait que, pour ma part, j'ai le sentiment que notre génération se sent vachement concernée
pour faire avancer les choses et pour réduire au plus les inégalités auxquelles nous pouvons être confrontés. Voilà. Je pense que c'est une très belle touche de fin. Alors, moi, j'ai un côté très formaliste, et c'était aussi pour permettre à Yamina Mediani de pouvoir dédicacer son ouvrage. Donc, ce que je vous invite, c'est ce à quoi je vous invite. Pardon, excusez-moi. Vous remercier tout d'abord, vous tous et vous toutes, d'être venus ici pour cet après-midi qui est riche, où on a frotté nos cerveaux quelque part, et je crois que c'est bien de le faire. Et puis vous inviter à rencontrer Yamina Mediani dans le hall de la BFM, où elle dédicacera son ouvrage. Et puis en vous remerciant, Monsieur Noya, en vous remerciant, Monsieur Bobrini, pour vos témoignages qui, enrichissaient ô combien ce débat. Et puis vous encourager. Je l'ai dit, j'étais très franc. Je lui ai dit, spontanément, je n'aurais pas pris le livre en librairie. Et vraiment, il se lit aussi fluidement que tout à l'heure Yamina est intervenue. C'est aussi agréable, aussi vivant. Qui a dit que la sociologie est un sport de combat? Voilà. Bourdieu, notre cher Bourdieu. C'est ça. C'est quelqu'un qui moche, donc moi j'apprécie beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. Merci Monsieur Brousse pour l'animation de ce débat. Merci à vous pour votre présence. Je sais qu'avec la crise Covid, on ne peut jamais anticiper le nombre de personnes, mais en petit comité, c'est aussi très bien pour échanger sur le fond. Et voilà. Et puis, on peut continuer les discussions à la pause café, puis en haut. Voilà, je pourrais, pour ceux qui veulent acheter le livre, il y aura des exemplaires en haut également. Voilà. Merci beaucoup. Et c'est aussi quelqu'un des centres sociaux. Voilà. Merci Hamid et merci Patrick. Merci beaucoup.